Mercredi 28 janvier 2026, il est 7 heures partout au Bénin. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans votre émission Bien le bonjour. Bonjour, le Bénin prend le pouvoir jusqu'à 9 heures. Ce matin, nous parlerons de plusieurs sujets dont le plus, le plus en vue en matière de santé, vous le savez. Lorsque dans le couple, les rapports intimes qui devraient être une partie, je vais dire, de plaisir, deviennent des suppliques, mesdames, messieurs, ça va être compliqué. La disparue est aujourd'hui au menu de la santé dans notre émission. Nous allons savoir quelles sont les causes, quels sont les remèdes, quelles dispositions faut-il prendre pour remédier à la chose. Et dans notre pays, mesdames, messieurs, vous savez que plusieurs personnes arrivent à faire preuve de résilience car la vie parfois nous met dans des situations qui ne dépendent pas de notre seule volonté. Quand un handicap n'est pas une limite, ça va être le portrait que nous présentera Amandine Aniabosso dans cette émission. Mesdames, Messieurs, la vie de famille parfois peut être brisée lorsque l'un des conjoint s'en va. Lorsque la mort vient faucher l'un des deux, mesdames, messieurs, c'est une douleur intense que l'on ressent au plus profond de soi. Mais est-ce que vous savez que le veuvage peut être après remplacé par une vie restaurée où l'on est guéri, où l'on peut connaître une vie épanouie? Nous en parlerons dans cette émission avec un livre consacré au sujet et nous recevrons donc dans cette émission l'auteur de cette belle œuvre que nous allons découvrir ensemble avec Patrick Diossou. Mais vous le savez, mesdames, messieurs, cette émission, la messe démarre toujours par la page de l'information et c'est avec Génial Afouda Mosiaboka. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est une bien triste nouvelle pour le monde artistique et cinématographique panafricain. L'actrice sénégalaise Halima Gadji n'est plus. Elle a rendu l'âme à Paris hier lundi à l'âge de 36 ans, des suites d'un malaise. Elle était connue pour son rôle dans la série à succès Maîtresse d'un homme marié. Et vous l'imaginez bien, sa mort a suscité une vague d'émotions dans les milieux culturels et sur les réseaux sociaux où les fans saluent son talent et l'impact de ses rôles. Pour parler de Halima, non pas l'actrice, mais celle que l'on ne voyait pas toujours à l'écran. Nous avons reçu dans notre édition du 20h Inès Fassia, directrice de Bénin TV, qui l'a côtoyée de son vivant. Tout de suite, quand j'entends Halima Gadji, tout de suite j'entends cette voix-là, douce, mielleuse, qui dit « Matatouche, alors Inès, tu m'as ramené quoi du Bénin ?» Et j'entends cette voix-là. Moi, elle me laisse un sentiment de gratitude d'avoir rencontré une personne rare. Je crois que jamais je peux la comparer à toutes les personnes de toute ma vie que j'ai rencontrées jusqu'à présent. Halima, elle est unique. C'est une femme vraie, pleine de bon sens et en même temps pleine d'attention, de tellement de bienveillance que je trouve tellement cruelle qu'elle soit partie si jeune. Halima, la semaine dernière, était à Paris. Elle a fait des postes, elle est rentrée et officiellement, elle a eu un malaise. Mais ça fait un moment que Halima ne se sentait pas bien dans sa peau, qu'elle était dégoûtée, que tellement de choses la faisaient souffrir. Et je sais qu'elle luttait surtout dans la vie pour accomplir des miracles pour sa fille unique qu'elle adore de tout cœur, pour qui j'ai une pensée très forte au nom de toute la sororité, au nom de nous toutes, de Sophia, de Abi, de Nubienne, de Diaka, de tout le monde, de Dianama, de nous toutes, de Daisy, de Miss Univers. C'est une femme qui est remplie de réalité. Elle a combattu sans slogan. Elle a été vraie jusqu'au bout, sans artifice. Et c'est ce que j'invite toute l'humanité, tous les jeunes, que ce soit béninois, sénégalais, ivoiriens, guinéens, partout où nous sommes passés avec elle ensemble à être, soyons vrais, soyons justes, soyons équitables.
Des traces, il en laisse dans les cœurs et les âmes qui écoutent sa voix et le son de sa guitare. Le chanteur chrétien français Jean-Claude Djianada, célèbre pour ses mélodies de dévotion mariale, démarre une tournée au Bénin. Le troubadour de Dieu, encore appelé le chanteur de Marie, était l'invité de Patrick Djossou et Alain Sochoumet sur la matinale, notre matinale Bonjour le Bénin. Ce chanteur international n'a accepté jusque-là qu'une seule émission télévisée en plus de 80 années de vie. Dieu seul suffit, chante Jean-Claude Djianada le troubadour. Les troubadours, dans l'ère médiévale, c'étaient des musiciens poètes qui chantaient avec en main une cithare de hameau en hameau. Jean-Claude Djianada, lui, chanteur de la Vierge Marie, sa guitare en main, chante de pays en pays, Ave Maria, je vous salue Marie. Je vous salue Marie, je vous salue. Un chanteur chrétien n'est rien sans le public. Oui. C'est lui qui nous choisit et c'est même lui qui m'a révélé à moi-même. Je ne savais pas que j'étais chanteur. Ce n'est pas exactement du chant que j'essaye de faire, mais c'est de la catéchèse. La catéchèse, c'est l'enseignement de la foi chrétienne, aussi bien aux enfants qu'aux adultes, par un maître catéchiste, un laïc formé comme enseignant pour la foi. Et je suis même étonné qu'aujourd'hui, ces chansons-là, je les retrouve au Togo, au Bénin, au Liban, et puis au Congo, à Madagascar, alors que je ne fais pas la publicité et que je n'ai pas envie d'en faire pour ces chansons. À bon 20 points d'enseigne, pas de publicité pour celui-là qui a composé 1000 chansons pour la Vierge Marie. Chercher avec toi dans nos vies. Je suis étonné qu'une télévision nationale parle aussi bien de Dieu. Je suis étonné et édifié. J'ai l'impression d'être dans mon monde à moi, alors que je fuis les médias. J'ai toute ma vie fui les médias. Les médias sont faits pour les vedettes. Or, je ne suis pas une vedette. Et je ne veux surtout pas être vedettisé. De l'humilité pour lui, qui fait près de 150 prestations de chant et adoration par an à travers le monde et qui débarque au Bénin pour la 4e fois, après 1981, 2016 et 2017. 3 lieux, 3 dates. Mardi 27 janvier 2026, cathédrale Notre-Dame de Miséricorde à Cotonou. Mercredi 28 janvier 2026, paroisse Sainte-Joséphine de Bakita à Calavi. Jeudi 29 janvier 2026, église Sainte-Cécile à Cotonou. À partir de 18h30 chaque soir, tous les croyants sont invités gratuitement à dire merci à Marie d'avoir dit oui. Merci Marie d'avoir dit oui. Et pendant que la musique élève les âmes au Bénin, l'art, lui, s'apprend, se transmet et se construit. Car derrière chaque œuvre exposée, eh bien, il y a des hommes et des femmes formés à faire dialoguer l'art avec le public face aux enjeux de structuration et de professionnalisation du secteur culturel au Bénin. Un programme pilote vient d'être lancé pour accompagner 15 jeunes talents des arts visuels et du patrimoine. Tout ceci à travers un parcours de formation intensif. Découvrons ensemble l'initiative dénommée Labo Bénin. C'est avec Ulvaeus Balogun. Dans un secteur culturel en pleine transformation, la professionnalisation des métiers est de plus en plus un enjeu majeur. Au-delà des artistes peintres, sculpteurs ou plasticiens, ce sont aussi les curateurs, les médiateurs et les commissaires d'exposition qui façonnent l'avenir des arts visuels. Et pour répondre à cette demande, une nouvelle génération de professionnels de l'exposition vient de voir le jour grâce au programme Labo Bénin, un laboratoire de formation dédié au métier de l'exposition en Afrique de l'Ouest. Il y a beaucoup de projets qui sont liés à la construction des musées. Les lieux culturels se développent, mais il manque aussi un peu de professionnalisme pour dynamiser ces différents lieux. Et donc, pour cette première phase de formation, 15 candidats ont été retenus. Parmi ces 15 jeunes talents figure Roderick Dedenyaou. Journaliste culturel et responsable pôle artistique d'une galerie d'art, il nourrit aujourd'hui une ambition claire, se spécialiser dans la curation.
Aujourd'hui, nous avons besoin des curateurs, nous avons besoin de ceux qui vont s'occuper de la scénographie. Tous ces acteurs clés contribuent à donner de la visibilité à l'artiste et à son travail. Pendant 9 mois, Roderick et les 14 autres bénéficiaires du programme vont suivre des masterclass et des ateliers pratiques. L'idée étant de former une nouvelle génération capable de concevoir des expositions ancrées dans les réalités béninoises et qui respectent les standards internationaux. Le projet Labo Bénin fait d'autant plus sens pour nous qu'il se situe dans le domaine de l'information, à l'articulation entre le patrimoine et les ICC, par la question d'exposition sur la mise en valeur du patrimoine, aussi bien que l'accompagnement de la création contemporaine. Il y a des prérequis. Et ces prérequis, c'est un certain nombre de métiers qui doivent d'abord exister, travailler et se compléter pour donner de la valeur au travail des artistes. Labo Bénin se positionne comme une promesse de renouveau pour les métiers de l'exposition au Bénin et pour toute une génération de professionnels culturels en devenir. Le Conseil économique et social ouvre l'année 2026 sous le signe du débat et de la réflexion. En session extraordinaire, les conseillers ont pendant 2 semaines planché sur des enjeux majeurs avec une ambition claire, renforcer la qualité des analyses et formuler des propositions concrètes au service du développement national. Blaise Adam pour le reportage. La séance est levée. Je vous remercie. Le début de l'année 2026 est marqué par d'intenses débats au sein du Conseil économique et social. Réunis en première session extraordinaire, les conseillers ont durant 2 semaines fait preuve de rigueur intellectuelle et d'échanges constructifs depuis le 13 janvier dernier. Au cœur des travaux, 3 objectifs majeurs débattus et analysés dans un climat de responsabilité et de concertation. Il était question d'examiner et d'adopter le compte rendu et le procès-verbal des séances de la 6e session extraordinaire du Conseil économique et social au titre de l'année 2025. Ensuite, il s'agissait de finaliser l'étude des sujets d'autosaisine. Enfin, il fallait procéder au choix de nouveaux sujets d'autosaisine et l'ensemble des objectifs que nous nous étions fixés a été pleinement atteint. Cette session restera également marquée par une grande première. Des experts issus de différents domaines ont été conviés à prendre part aux échanges. Je pense pouvoir accompagner le Conseil économique et social sur les questions de patrimoine en lien avec les savoir-faire traditionnels et comment on peut positionner toutes ces questions-là dans le cadre d'industrie culturelle. Avec le CES, je compte bien contribuer fortement à des réflexions de haut niveau en ce qui concerne notamment les questions d'hygiène, les questions de valorisation des espèces végétales. En fonction de mes domaines de compétences, je pourrais travailler dans les différentes équipes pour permettre qu'on puisse mieux comprendre les thèmes que nous allons avoir à analyser. Une innovation majeure destinée à accompagner le Conseil économique et social et à enrichir la qualité des analyses, des réflexions et des débats au cours de l'année. Allez, on parle sport dans ce bulletin. À quelques jours d'un rendez-vous crucial, les Amazones U20 du Bénin affûtent leurs âmes avec sérieux et détermination. En ligne de mire, la double confrontation face à l'Égypte, comptant pour le 3e tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminine U20 2026. Nous les avons suivis au stade de l'Amitié Générale. Mathieu Kérékou, regardez. Eh bien oui, il faut encore et toujours rappeler les fondamentaux du football chaque fois, même en sélection nationale. C'est connu, la répétition est pédagogique. Ceux qui connaissent le foot féminin, il ne faut pas s'attendre à voir les mêmes séances que chez les hommes. Le foot féminin et ses spécificités. Pour ce premier jour de stage en vue de la double confrontation face à l'Égypte, au menu, une séance légère, 50 minutes, un peu plus d'une mi-temps de match de football. Beaucoup ont quand même joué le week-end, quoi. Il y a beaucoup de travail à faire toute la semaine, donc aujourd'hui c'était juste reprise, voilà. Retoucher le ballon avec moins de pression.
Application, détermination, tout y est pour cette bande de copines qui chérit le rêve de se qualifier pour la Coupe du Monde de leur catégorie. Entre l'ambition et la réalité, il y a souvent un monde d'écart. Alors, pour se donner le droit de vivre une aventure sportive et humaine singulière, ces jeunes athlètes se serrent les coudes. L'ambiance, elle est très bonne. Elle est très bonne puisqu'on se connaît déjà. Il y a juste quelques nouvelles et elles sont déjà dans le groupe. Après avoir validé les précédents tours, les Amazones affrontent cette fois-ci l'Égypte. Un adversaire à la carte de visite beaucoup plus prestigieuse, mais visiblement pas une montagne infranchissable. Le sélectionneur a son plan d'action. Déjà mettre l'adversaire en difficulté avant de pouvoir nous mettre en jeu ce qu'on a préparé. Une certitude, auprès des joueuses, au 0 Abdoulaye à la côte, son message passe. Face à l'Égypte, c'est un nouveau challenge qu'ils comptent tous ensemble relever. Après cette séance d'entraînement de ce jour, les Amazones auront potentiellement une seconde séance avant de s'envoler d'abord pour le Maroc pour s'acclimater à l'hiver nord-africain afin de conclure ce stage de préparation. Elles iront par la suite évidemment au Caire pour affronter les Cléopâtres d'Égypte. Ce sera le 6 février prochain. Le match retour, lui, est prévu pour le 13 février du côté du stade de Kégué à Lomé. À la fin de ce bulletin, merci de l'avoir suivi. Bonne journée à toutes et à tous. À l'instant. Merci à vous, Général Fouda Mossi Aboka. Vous souhaite une belle journée aussi. Merci. Et à demain. Allez, merci. Mesdames, Messieurs, c'était là l'information avec Général. On va tout de suite enclencher sur l'autre rubrique de cette émission, Instant politique. Le rôle du journaliste en période électorale s'avère crucial. Si notre métier est de vous informer, il est aussi important de savoir sur quels outils nous nous appuyons, quelles sont les règles que nous devons respecter en tant que professionnels des médias et surtout comment est-ce que nous sommes encadrés par des institutions qui, au lieu de nous regenter, au-delà, sinon pour nous regenter, je vais dire, devraient nous accompagner, sinon nous accompagnent. J'y arrive. Au nombre de ces institutions qui donnent quand même aux journalistes la possibilité et créent les conditions d'exercice de ce métier dans notre pays, le Bénin, il y a l'ODEM dont nous recevons le président ce matin pour nous parler, entre autres, surtout de ce guide que son institution a concocté à l'attention des journalistes pour les aider dans l'exercice de leur métier en période électorale. Vital Ulrich Arotonji, bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Comment allez-vous? Je vais super bien, et vous? Ça va super bien également. Vous êtes le président de l'ODEM, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias. Quelle est la mission principale de votre organisation? Merci. L'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias est d'abord une organisation apolitique. C'est une organisation mise en place par les fêtières, donc les unions professionnelles des médias au Bénin, pour faire de l'autorégulation. Donc l'Observatoire a vocation de veiller au respect des principes éthiques et déontologiques dans l'exercice de la profession, mais également d'assurer le droit du public à une information vraie. Et donc nous sommes un peu au centre à la fois pour le journaliste et pour le public, pour que le public continue à croire que ce métier est noble et que ce métier peut apporter une plus-value réellement au développement. Alors, entre autres missions, si vous êtes en amont et en aval de l'information et aider les journalistes à faire leur métier et donner la possibilité au public d'avoir de l'information vraie, vérifiable et qui apaise également le pays, quel est le rôle, sinon quelle relation avez-vous avec les pouvoirs publics? Oui, évidemment, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias est d'abord pour les journalistes un garant de l'éthique, un garant des questions de déontologie, du respect. Et donc, nos relations sont à la fois des relations de plaidoyer, des relations donc, professionnelles, des relations pour essayer donc d'expliquer l'importance et le rôle des médias dans le développement. Il ne vous aura pas échappé que le journaliste, par la qualité de son information, apporte au pouvoir public la possibilité donc de décider justement, de décider avec précision et donc de pouvoir impacter le développement. Le journaliste produit de l'information.
Et l'information, c'est une denrée de qualité qui contribue au développement dans tous les secteurs. Et j'ai coutume à dire que l'information de qualité est véritablement un produit de développement. Donc voilà un peu les relations qui nous lient avec les pouvoirs publics. Alors, M. Akhotondi, dites-nous en quoi la période électorale semble plus sensible que les autres périodes de la vie de la nation, au point de retenir tellement votre attention pour que vous éditiez un guide à l'attention des journalistes pour mieux se comporter dans ces périodes. Oui, vous savez, aujourd'hui, le métier exige un certain nombre de rigueurs. Et vous voyez, en période électorale, il y a de l'effervescence, il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup de pression. Et le journaliste travaille véritablement sous pression. Rendre compte, donner la parole à tout le monde, essayer d'aguicher son public, etc. Donc, il y a une forte activité qui se mène au niveau médiatique en période électorale. Il nous a paru nécessaire, et surtout que le Bénin aborde pour la première fois 3 élections en une seule année, d'accompagner donc les journalistes pour mieux se préparer, pour mieux affronter cette pression et travailler sereinement en respectant vraiment les principes, en apaisant vraiment les publics et surtout que les médias ne soient pas des vecteurs de violence, que les médias ne soient pas des relais d'injures, que les médias ne soient pas des relais pour tout ce qui est propagande, pour tout ce qui peut évidemment nuire à notre nation, nuire à la construction donc, de notre nation. C'est pour ça que nous avons pensé qu'il était important de cadrer ce moment et surtout de dire aux journalistes que le moment que nous traversons est un moment assez sensible et il doit rester assez rigoureux pour tous, pour que nous puissions traverser en paix donc, cette période. Alors, ce guide, de quoi retourne-t-il et quel est le contenu réel? Oui, au départ, comme je le dis, pour commencer une nation, il est important forcément donc, de prendre la mesure exacte de ses capacités pour mieux appréhender l'effort à fournir, vous voyez, la discipline et la rigueur à tenir. Et c'est pour ça que ce guide a parlé donc, de 3 chapitres. Nous sommes partis des fondamentaux de la pratique journalistique et donc c'est un rappel. En fait, le journaliste professionnel sait déjà qu'il faut forcément travailler à une information vraie et crédible, donc nous rappelons ça dans le premier chapitre, dans les fondamentaux de la pratique journalistique. Oui. Et ensuite, nous avons travaillé sur la question de l'équité. Il faut faire une couverture équitable, donner la parole à tout le monde. Les minorités, les opposants, les pouvoirs publics, ceux qui sont donc aux manettes, il faut arriver à équilibrer l'information. Parce que c'est ne pas équilibrer l'information qui crée des frustrations, qui crée donc de la mélancolie et tout le reste. Et dans la règle 3, nous avons demandé d'éviter de passer des messages violents. Vous savez, l'une des qualités que nous avons au niveau du journalisme, c'est de pouvoir choisir notre angle de traitement. Ouais. C'est de pouvoir collecter, traiter avant de diffuser. Et donc, c'est vous qui choisissez ce que vous dites. Et donc, il sera très opportun d'éviter de faire donc, passer sur les écrans des propos diffamatoires, des propos attentatoires à notre liberté et à notre vivre ensemble. Et nous avons ensuite insisté sur le fait que les sources que nous utilisons doivent être des sources crédibles. Les sources crédibles parce que c'est les sources qui font la qualité donc, de l'information. Il faut donc se fier à des gens qui ont tout le temps travaillé avec vous dans la crédibilité. Et enfin, quelque chose qui est à l'ère du temps, c'est la désinformation, c'est la mésinformation. C'est très facile de colporter des histoires et donc le journaliste et les médias doivent travailler à mettre en place des systèmes qui leur permettent véritablement de combattre la désinformation en cette période, de combattre évidemment la mésinformation et la malinformation. Alors, au chapitre 2, oui, allez-y, nous avons parlé de la sécurité du reporter. Vous voyez, c'est un élément important aussi. Il faut que le matériel soit sécurisé. Il faut travailler avec les forces de défense et de sécurité. Parce que le journaliste se retrouve quand même parfois dans des milieux hostiles, sur le terrain hostile. Absolument. Parce que, vous voyez, pendant les campagnes, pendant les harangues des foules et tout le reste, vous êtes amené à couvrir donc, des informations. Il faut pouvoir être sécurisé. C'est pourquoi nous avons demandé que le journaliste se fasse déjà identifier avec un gilet de presse, son badge, etc. Pour que dans la foule, on puisse savoir, tiens, ici, il y a un journaliste. Et donc,
que si quelque chose vous arrive, on puisse dire que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas identifié, mais parce que vous êtes bien identifié. On sait que désormais, on a peut-être voulu vous faire mal ou pas. Et on peut donc porter le plaidoyer à ce niveau. Et ensuite, on a demandé que les gens ne s'alignent pas sur des partis politiques. Vous pouvez voir des journalistes arborer des tenues de campagne, etc. Non, ce n'est pas le cas. Il faut forcément éviter de se faire voir aux attributs peut-être des partisans, des partis politiques et tout le reste. Vous faites bien de le dire. Ça m'inspire une question, M. Aratondi. Oui. Il ne vous aura pas échappé non plus que sur les nouveaux médias en général, on a l'impression que certains ont le droit de dire un certain nombre de choses de façon tout à fait impunie, et pendant que d'autres sont vraiment charcutés pour ne pas être trop forts. Qu'est-ce que l'ODEM fait dans ces cas-là? Non, je pense que vous êtes témoin de ce que l'ODEM fait et vous pouvez largement en parler. L'ODEM a de tout temps relevé ce que peut-être on peut appeler les incongruités, les erreurs, les brebis galeuses. Nous avons de tout temps relevé ces éléments. Et d'ailleurs, nous avons fait, au niveau donc du dernier semestre, lorsque nous avons fait le point, nous avons rappelé les grands moments de l'actualité nationale et le comportement des médias à ce moment-là. Parce que nous observons au niveau de l'Observatoire tout ce qui s'écrit. Nous avons un regard détaché, totalement neutre. Vous voyez, l'actualité sur le code électoral, c'est passé. L'actualité sur les arrestations, c'est passé. L'actualité, etc. Nous avons fait le point. Des passes d'armes entre hommes politiques. Et nous avons dit que nos médias, aujourd'hui, manquent vraiment de profondeur sur des sujets donnés. Nous avons fondamentalement noté qu'il y a des sujets que nous n'abordons pas. Ou peut-être nous préférons rester dans le relais officiel. Oui, on ne va pas au-delà de l'information qui est servie. Quelles en sont les causes? Oui, les véritables causes, c'est d'abord que notre CEDEM, le Code de déontologie et d'éthique dans les médias, le souligne très bien. L'article 19, c'est la compétence. Le premier péché mignon, vraiment, voilà, de la presse, c'est la question de la compétence. Si vous voulez aborder un sujet, il faut fouiller le sujet. Il ne faut pas vous pointer en novice, en amateur pour recevoir un expert. Le journaliste, évidemment, n'est pas un expert de tout. Mais pour aborder son sujet, il doit travailler, il doit se cultiver. Et donc, la culture est un travail quotidien que le journaliste doit se faire. Et si nous ne rêvons pas du tout de compétences, nous ne pouvons pas travailler. Vous savez, oui, allez-y. Ce rêve, ou le rêve, c'est l'indispensable d'arrêt pour créer l'avenir. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Victor Hugo qui le dit. Et c'est l'utopie d'aujourd'hui qui devient la chair et le sang de demain. Tout à fait. Et donc, il faut forcément que nous puissions dans le métier rêver de compétences. Vous voyez, rêver de faire les choses en grande qualité. Et c'est ce que l'Observatoire tente de faire tout le temps, accompagner les journalistes dans la qualité par la formation et par l'information. Mais au-delà de la compétence que vous évoquez, Monsieur le Président de l'ODEM, Monsieur Aratondi, est-ce que quelque part le journaliste béninois n'est pas pris entre le marteau et l'enclume quand il est tiraillé entre le code de déontologie et le code du numérique? Oui, déjà voilà encore un aspect des choses qu'il faut voir. Nous avons porté le plaidoyer que le code du numérique, aujourd'hui tel qu'appliqué aux journalistes, a besoin d'être toiletté. Et nous l'avons dit au pouvoir public, nous avons plaidé au niveau de l'Assemblée nationale. Il faut fondamentalement qu'on arrive à mettre le journaliste hors donc, de ces règles. Pourquoi? Parce que quand vous prenez les articles à partir de 550, 551, 552, vous voyez que la question de la détresse morale évoquée dans ces articles reste quand même une question comme l'épée de Damoclès sur les journalistes. Il faut laisser libre cours vraiment à l'investigation, à la capacité journalistique et également responsabiliser le journaliste. Parce qu'il faut évidemment gérer l'espace, le cyberespace. C'est ça en fait le code du numérique. Notre cyberespace a besoin d'être réglementé. Et ça, c'est une vérité fondamentale qu'il ne faut pas ignorer. Et donc, aujourd'hui, si vous diffusez des fausses nouvelles, et nous l'avons rappelé un peu dans ce guide-là, il faut connaître le code. Si vous diffusez des fausses nouvelles, vous pouvez être poursuivi de 6 mois à 7 ans d'emprisonnement. Vous pouvez avoir à payer près de 10 millions d'amendes, de 1 million à 10 millions, etc. Donc, ça veut dire qu'il faut connaître le code en agissant et ne pas publier des informations fausses.
ne pas diffamer les gens. Vous imaginez, vous vous réveillez un petit matin et puis on jette de l'opprobre sur vous. Et puis, ce n'est pas vrai en plus. Donc, dans le cas où on invente des histoires sur des personnalités publiques, on invente des histoires sur des personnes pour nuire à leur honorabilité, je pense qu'il faut qu'on corrige ces pratiques-là. J'ai toujours dit que le journalisme, ce n'est pas du chantage, ce n'est pas de l'arnaque. C'est un métier noble qu'il faut respecter, vérifier les faits, donner l'information juste et vraie. Alors, M. Arotondi, voilà pour les journalistes, c'est eux qui sont les principaux acteurs des organes de presse. Mais en matière de couverture des élections, en période électorale, quelle est la responsabilité des organes de presse envers le public et envers le journaliste? Oui, déjà, le média, évidemment, vous faites très bien de scinder les deux rôles. Le média également a une vocation économique. Il faut faire rentrer, évidemment, du partenariat. Il faut faire rentrer de l'argent pour tenir donc, les médias. Et ça veut dire que le média peut avoir à contractualiser avec des partis politiques, avoir à contractualiser donc, avec des publicités, etc., pour passer un certain nombre de communications. Oui. La communication n'est pas l'information. C'est pour ça que le média doit pouvoir dissocier les deux. Laisser libre cours aux journalistes. La question éditoriale du média revient aux journalistes. Et la question commerciale revient au management. Et donc, il faut que le journaliste se sente libre dans la gestion éditoriale de l'information et le média travaille à sécuriser cette gestion éditoriale. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, il faut par exemple des gilets qui identifient le journaliste. Il faut mettre en place un comité éthique et nous l'avons suggéré au niveau du code. Déjà au niveau du média, il faut qu'il y ait un comité interne qui puisse faire le filtre et dire oui, ceci c'est une bonne information, cela n'est pas une bonne information. Alors, Ulrich Vital Arotondi, voici donc des acteurs qui doivent couvrir des élections. Ils sont tiraillés entre les chapelles politiques en tant qu'individus, en tant que journalistes. Ils officient dans des groupes de presse ou bien dans des organes de presse qui ont des partenariats avec des institutions et des hommes politiques et des partis politiques. Finalement, le journaliste, qu'est-ce qu'il doit faire pour que son public soit satisfait? Vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Il faut que ce soit clair. Et je l'ai dit tout à l'heure, l'information n'est pas la communication. Occupez-vous de l'information. Laissez le management s'occuper de rechercher les ressources pour le média. C'est de cela qu'il s'agit. Vous ne pouvez pas laisser des teintes dans votre publicité, dans votre production informatique, de l'information, parce que vous êtes peut-être sympathisant de tel parti ou de tel autre. Non. Votre rôle, et c'est ça, nous l'avons rappelé, c'est de rester impartial et neutre. C'est arriver à demander aux politiques qui viennent devant vous, qu'est-ce que tu nous proposes sur les questions de développement? Oui, et puis là, nous sommes trop orientés vers les questions politiques, politiciennes. À dire qu'on veut voir là où tel politicien a giflé tel autre, là où tel politicien a insulté tel autre. Non. Nous avons les questions de l'éducation. Combien d'enseignants avons-nous dans les classes? Combien d'enseignants nous avons dans les lycées? Combien d'accès à l'eau potable? Quelles sont les questions de développement? Je pense qu'il faut aller sur ces questions-là, fondamentalement, et connaître un peu qu'est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons demander aux politiciens en termes d'exigence. Et en plus, il faut connaître notre loi. La loi, le Code de l'information et de la communication nous permet d'avoir accès à l'information. Tout citoyen a droit à l'information. C'est une avancée notable qu'on ne connaît pas. La loi 2015, je veux parler de la loi 2015. Et donc, dans cette loi, si vous avez peut-être envie d'avoir de l'information et que vous vous heurtez au refus des cadres ou des administratifs, vous pouvez saisir la RAC. Prenez les articles, à partir des articles 71, vous allez voir que nous avons le droit à l'information. Et il y a des conditions d'accès à cette information. Et également, nous avons des conditions de recours lorsque les gens refusent de donner l'information. En 5 jours, la RAC peut exiger d'une institution de donner l'information. Mais nous ne connaissons pas la loi, nous ne lisons pas la loi. Et je pense que nous avons besoin d'exploiter tous ces couloirs pour bien faire notre travail et pouvoir avancer dans notre métier. Merci Vital Ulrich Arotondi. Nous avons encore 2 petites minutes pour conclure cet entretien. Si vous devez avoir un message à l'endroit et des pouvoirs publics, et des organes de presse, et des journalistes premiers acteurs de votre institution, que leur diriez-vous ce matin en cette période sensible? Alors, je vais rappeler que ce guide, déjà, du Code
du journaliste en purelle électorale a été édité grâce à la Fondation Hirondelle, vous voyez, qui accompagne les médias et qui travaille pour nous. Et donc, nous avons, en tant que journalistes, à vraiment être responsables. La responsabilité sociale du journaliste est grande parce que nous sommes des injecteurs de conscience. Donc, en cette période, nous devons être assez responsables et savoir que l'information que nous produisons peut impacter durablement la vie des communautés. Et donc, il faut travailler avec beaucoup de responsabilité. Au pouvoir public, on dira de continuer à soutenir les médias. Il est important vraiment que les pouvoirs publics soutiennent les médias. On ne voit peut-être pas ce que nous produisons directement en termes économiques, mais le média apporte énormément au développement. Lorsque nous permettons aux politiciens, au président de la République, au gouvernement de prendre une décision juste, ça impacte le développement. Citoyen. Lorsque nous disons à la famille de bien nourrir son enfant, vous savez, vous pouvez avoir des cadres qui ont 20 ans, mais qui ont un cerveau de 6 ans, de 7 ans. C'est possible parce que mal nourri. Et donc, quand nous donnons de l'information sur la nutrition, nous apportons une plus-value au développement. On ne peut pas évaluer l'apport du média au développement. C'est pour ça qu'il faut accompagner fondamentalement le développement. Le Code, dans son article 71, a dit qu'il faut aider les médias, que ce soit du service public comme du service privé. Oui, c'est important. Je ne dis pas d'aller quémander. C'est un service. Et donc, l'information n'est pas quantifiable. Il faut accompagner le dispositif et surtout la presse de qualité. Il ne faut pas accompagner la presse de caniveau parce qu'il y en a aussi chez nous. Merci. Merci Ulrich Vital Arotondier. Vous êtes le président de l'Observatoire de déontologie et de l'éthique dans les médias. Merci d'être passé. Et comme je le dis à tous mes invités, ici c'est chez vous. Merci Revenez beaucoup. quand vous voulez. Merci à vous. Et bonne journée à vous. Oui. Merci. Mesdames, Messieurs, voilà qui est donc clair. Nous avons une responsabilité envers vous et nous nous engageons à la respecter. Nous respectons la nôtre tous les matins par ici sur Bonjour le Bénin. Tout de suite, on va dresser le tapis pour accueillir événement à la une. La vie est belle quand on connaît l'amour. L'amour vous emporte dans ses flots et vous donne du bonheur. Et oui, quel bonheur peut-on ressentir à un moment donné lorsque l'un des conjoints s'en va faucher par la faucheuse? Qu'est-ce qu'il faut faire? Face à cette douleur, est-il possible de renaître de ses cendres? Qu'est-ce qu'il faut adopter comme attitude pour vivre un veuvage heureux et finir par rétablir et restaurer sa vie? On va en parler à travers un livre dont l'auteur est sur ce plateau avec Patrick Dossou. Patrick, bonjour. Oui, bonjour Alain Sochoumé. Et Comment ce matin, ça va? Oui, vous avez planté vraiment le décor. Comment revivre, comment renaître de ses cendres. Et c'est un ouvrage qui est porté sur les fonds baptismaux, un ouvrage qui a été lancé le dimanche dernier. Donc c'est un ouvrage qui est d'actualité. C'est un événement à la une. Et pour cet événement à la une, on a un auteur qui est un pasteur, certains diront une pasteur avec un billet. Puisqu'il s'agit d'une dame. Puisqu'il s'agit d'une dame. Oui. Alors nous allons suivre ce petit élément qui nous la présente et on revient au plateau pour parler directement avec elle. D'accord. Du veuvage à la restauration, comprendre, guérir et rebâtir sa vie après la perte du conjoint. Victorine Sambieni, née Oro. Elle est titulaire d'une licence en théologie de la faculté de théologie des Assemblées de Dieu, FATAD, de Lomé, au Togo. Elle est engagée dans l'encadrement des jeunes filles et la formation des jeunes par l'organisation de conférences et de séminaires au travers de son ministère Anat Ministry. Elle est une leader ecclésiastique à divers niveaux. Mère de 4 enfants et de 7 petits-enfants, elle est veuve du feu révérend Pascal Capoin Sambieni. Madame. Et comment on se sent avec le lancement de cet ouvrage? Est-ce que ça donne une envie de... Est-ce que c'est une thérapie? Est-ce que c'est un soulagement? Comment vous vous sentez après juste le lancement le dimanche dernier de cet ouvrage? Il faut dire qu'après ce lancement, je suis très heureuse parce que c'est un rêve qui vient d'être réalisé. J'ai traversé un moment difficile et parvenir à cette étape est une victoire
pas pour moi seulement, mais pour beaucoup de personnes. Et je bénis le Seigneur pour cela. Oui, vous bénissez le Seigneur, vous avez des victoires, votre prénom c'est Victorine. Victoire, pas seulement pour vous, mais pour tout le monde. Un ouvrage, le titre du veuvage à la restauration, c'est un ouvrage paru aux éditions Réma, 156 pages, 9 chapitres, comme si c'était une grossesse de 9 mois pour un accouchement. Et pour les 9 chapitres, vous avez pu mettre l'accent sur, parce que en matière de numérologie, il y a 9, il y a 3, il y a 7, on va revenir sur chacune de ces parties. Oui. Mais pourquoi un ouvrage? On commence par le why, pourquoi? W-Y-H-Y. Pourquoi un ouvrage qui parle de veuvage? Et vous savez, souvent dans nos librairies, très peu d'auteurs abordent le sujet du veuvage. Après le décès de mon mari, j'ai cherché des ouvrages, mais je n'en trouvais pas. Rarement on en trouve. Oui. Alors, après ma restauration, je me suis dit, pourquoi ne pas écrire quelque chose pour aider? Parce que quand j'étais dans le besoin, j'ai cherché quelque chose, mais je ne trouvais pas facilement. Il m'a fallu aller peut-être sur Internet voir quelques conseils. Donc, ce livre, c'est pour aider. Parce que je sais qu'après moi, il aura toujours. Mais il y a des gens avant moi, il en aura toujours, qui auront besoin de cet ouvrage afin de se remettre après la perte d'un être cher. Alors, Madame Sambéry, moi j'ai bien envie de vous demander, est-ce qu'on peut dire, peut-être sans se tromper, que ce livre est le condensé, la somme de votre expérience de veuve? Dans ce livre, j'ai partagé mon expérience. Comment j'ai pu traverser la période difficile et comment j'ai pu me remettre. Et je partage également l'espérance pour montrer que le deuil n'est pas une fatalité. Le veuvage, ce n'est pas une fatalité. On peut renaître, on peut se relancer, on peut avancer malgré l'absence de son conjoint. On peut avancer malgré l'absence de son conjoint. Et je lis un extrait de la préface qui dit « Ce livre ne prétend pas effacer l'absence. » Vous avez parlé d'absence. Il ne propose pas de recettes miracles, mais il offre des pistes, des confidences, des réflexions, des récits pour parvenir à la guérison intérieure. Il est à la fois un miroir et une lanterne. Miroir pour reconnaître les étapes du deuil, lanterne pour entrevoir un chemin vers la paix et la guérison intérieure. C'est Gloria Jackson, c'est elle qui a écrit la préface. Oui. Alors, à partir de cette préface, miroir et lanterne, pourquoi vous avez senti ça comme utile pour éclairer le chemin? Vous l'avez déjà dit tout à l'heure, mais est-ce que cela va vraiment éclairer le chemin pour toute personne qui se retrouve dans la douleur? Vous savez, lorsque la mort frappe à votre porte, il y a beaucoup de pensées qui vous viennent. Tout d'abord, on rejette. Oui. Ce n'est pas facile d'accepter la mort. On croit toujours à un miracle. Surtout dans les premières heures, on se dit non, ce n'est pas vrai, non, mais ce n'est pas possible. Et quand vous vous asseyez, vous revivez, il y a une vive émotion qui vous prend, la colère. Ce n'est pas facile de traverser. Alors, cet ouvrage va permettre à chacun de comprendre que ce qui vous arrive après un décès, c'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal de sentir la douleur, d'être fâché parfois contre vous-même, ou bien de vouloir vous en prendre aux autres en trouvant que, bon, ou bien on n'a pas bien fait ceci, si on aurait dû faire ci, ou bien la famille n'a pas été là. On peut accuser beaucoup de personnes, mais attention, dans cet ouvrage, je tire l'attention des uns et des autres sur le fait de vouloir s'accuser ou bien accuser les autres. Vous n'allez pas vous remettre. Tant que vous isolez, l'isolement est dangereux quand on traverse les moments difficiles. Il ne faut pas s'isoler. Ça va vous faire revivre la douleur en boucle dans votre esprit, jour après jour, quand vous vous isolez. Donc c'est très dangereux. Et dans cet ouvrage, j'ai montré qu'au sein même de la brisure, au sein de la douleur, la fidélité de Dieu peut vous aider à vous remettre. Oui. Il y a une présence forte de Dieu qu'on ressent
lorsqu'on traverse ces moments difficiles et qu'on se tourne vers le Seigneur en se demandant, Seigneur, j'ai besoin de toi, je suis épuisé. Il vous soutient, il vous donne une force d'avancer. Alors, madame, moi, je voudrais savoir, la perte d'un être cher reste une plaie parfois toujours vive. Oui. À quel moment l'on arrive à décrocher, l'on arrive à lâcher prise et quels sont les outils qui nous aident à parvenir à cette étape de lâcher prise? La perte de votre conjoint, une expérience très, très douloureuse. Imaginez quelqu'un avec qui vous avez partagé toute une vie. Et du jour au lendemain, vous vous retrouvez seul. Vos projets s'évanouissent comme ça, dans un désespoir. Vous êtes brisé en 1000 morceaux. Comment recoller tous ces morceaux? Je ne peux pas dire à quel moment on peut se remettre. Ça dépend d'une personne à une autre. On ne vit pas le veuvage de la même manière. On ne supporte pas la souffrance de la même manière. Chacun doit suivre un rythme dans le processus de la guérison. Et il faut écouter son corps. Il ne faut jamais vouloir imiter quelqu'un. Nous sommes créés différents. Et c'est de la même manière aussi, quand nous faisons face à une souffrance, nous réagissons différemment. Mais le facteur commun, c'est la douleur. Elle est commune à tous, elle est vive. Mais il y a un processus. Et dans cet ouvrage, j'ai parlé des 7 clés face à l'adversité. Je peux les citer pêle-mêle. Bien sûr. Comprenez que vous n'êtes pas seul à vivre un tel événement. Parfois, on se dit, oh, pourquoi moi? Comme si Dieu vous a identifié, vous seul, et vous infligez une telle souffrance. Non. Avant vous, il y a des gens qui ont pris par là, et après vous, les gens passeront par là. Donc, on n'est pas seul dans la souffrance. Ça vous permet de comprendre qu'il y a quand même des gens comme moi. Une autre clé, il faut savoir que dans toute souffrance, ou bien face à une épreuve, il y a toujours un objectif que Dieu vise. Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, nous dit Romains 8, 28. Donc, au sein même de l'épreuve, Dieu a un objectif qu'il poursuit, qu'il veut atteindre. Et ça nous permet de comprendre que Dieu nous aime malgré tout. Il n'est pas méchant. C'est vrai qu'au début, on lui pose pas mal de questions. Pourquoi moi, Seigneur? Pourquoi à ce moment-ci? C'est si tôt. Mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu pour mériter un tel sort? Non. Ce n'est pas parce qu'on a péché. Ce n'est pas les conséquences de notre péché forcément. Mais Dieu sait pourquoi il le fait. Voilà, c'est une clé qui nous permet de nous relever. Dieu m'aime malgré tout. Croire en l'amour de Dieu, même pendant la tempête. Oui, voilà quelques des clés. Je lis rapidement les 7 clés. Je vois, première clé, la souffrance que vous vivez est commune à tous les êtres humains. Vous l'avez dit tout à l'heure. Deuxième clé, Dieu ne permettra jamais une épreuve insupportable. Non. Vous l'avez dit aussi. Oui. Ça, c'est le livre, enfin, premier, c'est Paul aux Corinthiens. Oui. Alors, troisième clé, Dieu mettra toujours à votre disposition des moyens pour vous délivrer. Quatrième clé, la puissance de Dieu est illimitée. Oui. Cinquième clé, toute épreuve vise un but. Sixième, la grâce de Dieu est toute suffisante. Et puis septième clé, la paix et le salut ne se trouvent qu'en Jésus seul. Oui. Alors, Madame Sambieni, quand on devient veuve ou veuf, que l'on traverse le processus de guérison, à quel moment l'on décide de rebâtir sa vie et de quelle façon? Qu'est-ce que vous mettez dans rebâtir sa vie? Rebâtir sa vie, c'est arriver à continuer la marche malgré l'absence de votre conjoint ou de votre conjointe. À quel moment on peut se relever? Je l'ai dit tantôt, ça dépend de chacun. On ne peut pas dire c'est après 2 mois, 4 mois, 1 an. Non. Mais Dieu sait comment il travaille dans le cœur de chacun de nous. Et j'ai dit tout de suite, il faut écouter son corps. Ce qui est sûr, à un moment donné, vous devez vous relever. Mais le danger est que lorsque vous refusez la consolation,
vous ne pouvez pas vous relever. Personne ne viendra ôter la douleur dans votre cœur. Ça partira de vous-même. Il faut une décision et une détermination à avancer. Autrement dit, les gens peuvent vous consoler, ils vont vous parler, on va vous dire ci, on va vous dire cela, mais après tout, ça vous revient. Je sais que je suis restée un bon moment assise à la maison, mais un jour, il a fallu que mes enfants disent « Maman, aujourd'hui, tu dois sortir. On vient te chercher, tu iras découvrir la ville. » Et je vous dis ce jour-là, quand je suis sortie avec mes enfants, je dis « Nous allons où ?» Il dit « Non, on va te faire promener et tu vas voir. » Et quand nous sommes sortis, Cotonou était comme nouveau à mes yeux, comme si je n'avais jamais visité Cotonou. Tout paraissait nouveau. Et j'ai compris que mais, la vie continue. Oui. La vie continue. La vie ne s'est pas arrêtée après la mort de mon mari. La vie continue. Et j'ai commencé par réaliser qu'il fallait que je me lève. Il fallait que je commence à faire quelque chose. Et tout doucement, j'ai repris mes activités et je bénis Dieu qu'aujourd'hui, je peux dire que j'ai été restauré. La preuve que vous partagez le sourire sur ce plateau et vous rayonnez sur ce plateau également. Mais ça a été très difficile, il faut l'avouer. Ce n'est pas facile. J'ai passé 35 ans avec mon époux et du jour au lendemain, tu te retrouves seul. Oui, en fait, bon, ce n'est pas pour creuser encore la plaie, mais et ça s'est passé rapidement. Vous vous êtes levé le matin à l'heure où la prière doit être faite ensemble avec toute la famille. Vous étiez là avec votre époux, vous attendiez les enfants, et puis il a soupiré. La cruauté de la mort, elle vient arracher votre bien-aimé tel un épervier qui vient vous prendre un poussé. Oui. On s'est réveillé matin pour la prière matinale. J'ai parlé avec mon mari dans la chambre. Je vais au salon, il dit, bon, avance, je te suis. Je suis allée m'asseoir, il s'est habillé, c'est lui-même qui a quitté la chambre, il est venu s'asseoir. On attendait juste les enfants. En quelques secondes, j'ai entendu le soupir. Je me lève et dis, mais papa, qu'est-ce que tu as? Il était déjà dans le coma. Ça s'est passé dans l'intervalle de 10 minutes. J'ai commencé par crier, prier pour lui. Et venez les enfants, venez, venez, venez. On a pris papa. À 5 minutes, on était dans une clinique. Mais papa était déjà parti, même pas un seul comprimé. Le médecin a juste constaté la mort de mon époux, comme ça. Vous voyez? Et tout de suite, j'ai dit non, c'est pas vrai. Peut-être qu'il est dans un coma. Mais c'était la triste réalité. Mais Dieu, dans son amour, m'a fait comprendre que c'était son plan. Revenons à votre livre, ce témoignage que vous voudrez bien partager avec des milliers de personnes aujourd'hui. Ce livre, à qui s'adresse-t-il en particulier? La cible, c'est à toutes ces personnes en souffrance qui passent par la période de deuil. Et non seulement les personnes qui sont endeuillées, mais toute personne qui veut accompagner ces personnes. Parce que dans ce livre, vous allez comprendre un peu ce qui se passe dans le cœur de quelqu'un qui a perdu un être cher. Pour accompagner quelqu'un, il faut le comprendre. Quand vous n'essayez pas de comprendre la personne, vous ne pouvez pas mieux l'accompagner. Alors, les serviteurs de Dieu, les conseillers conjugaux et ceux qui aiment accompagner les personnes en souffrance, ce livre est pour toutes ces personnes. Oui. Ça les aidera à mieux comprendre ce qui se passe dans notre cœur quand nous traversons une période difficile et vous aurez les mots, les propos, les paroles qu'il faut pour aider cette personne. Et ce livre sera utile pour, enfin vous avez dit, toute personne qui perd un être cher. Oui. Alain et moi, bon, on a connu l'expérience malheureuse d'enfants. Ce n'est pas nos épouses, mais ce sont les enfants. Ce sont les enfants qui sont difficiles. C'est pas facile. On va pas ça c'est compliqué. Oui. Mais bon, voilà donc un ouvrage qui est utile pour toute personne qui a cette douleur et toute personne qui veut accompagner toute autre personne qui a cette douleur. Et je rappelle que c'est un ouvrage qui est paru aux éditions Rema et c'est sorti le dimanche dernier, dimanche 25 janvier 2026. Et où est-ce qu'on pourra, bon ça c'est le web quand c'est sorti, où est-ce qu'on pourra retrouver l'ouvrage? Présentement, l'ouvrage se trouve dans la librairie Pain de Vie, qui est juste au siège des Assemblées de Dieu à Togodo-Godomé. Et dans les jours à venir, je vais les déposer dans d'autres librairies. Mais pour le moment, il est déjà
dans cette librairie. Donc, un ouvrage disponible. Oui. Et je rappelle que ça fait 156 pages à peu près, 9 chapitres. Et pour les 9 chapitres, il y a 7 leçons pour apprendre à guérir. Oui. 7 leçons. Il y a 3, vous avez parlé de 3 veuves. 3 destinées. 3 destinées, 3 veuves. Mais basant sur un passage biblique, oui. 3 veuves. Oui. Mais qui ont eu des destinées différentes selon le choix de chacun. Oui, oui. Et ça entre toujours dans le cas dans le processus de la guérison. Vous avez le choix de demeurer toujours dedans ou bien de vouloir avancer. Oui. Naomi, et ça va changer Ruth, tout. Et Orpa et puis Naomi. Oui. D'accord. Orpa, Naomi et Ruth, je crois. Les 3 veuves. Les 3 veuves. Et puis, dans l'ouvrage, vous avez les 7 clés dont on a parlé maintenant. Vous avez aussi 12 conseils pour pouvoir s'accomplir. Oui. Voilà, donc. 12 conseils pratiques. Et le tout premier conseil que j'ai donné dans cet ouvrage, ne vous fiez pas aux promesses des hommes faites à chaud. Oui. Quand vous êtes devant une situation pareille, tout de suite les gens viennent vous promettre « Oh, on fera ceci, ne vous en faites pas, nous sommes là pour vous ». Si vous vous fiez à ça, vous serez déçus. Parce qu'avec le temps, les gens oublient leurs promesses. Oui. Ils oublient leurs promesses. De façon consciente ou inconsciente, ils n'arrivent plus à honorer leurs promesses et vous serez choqués. Donc, il ne faut pas tout de suite, quand vous avez un deuil, et on vous promet, non, nous sommes là, on va faire ci pour vous, on va faire ci pour vous. Attention, il ne faut pas vous fier à ça. La seule personne digne de confiance, c'est Dieu. Placez votre confiance en Dieu, lui ne déçoit jamais, il ne faillit jamais, il reste toujours fidèle. Oui. Et il accomplit toujours ses promesses. Merci. Vous avez un mot de fin? Mon mot de fin est à l'endroit de toutes les veuves. Le veuvage n'est pas une fatalité. Vous pouvez réussir et vous pouvez avancer. Il ne faut pas vous enfermer dans cette prison-là. Mais sortez et continuez. En vous appuyant sur Dieu, vous irez plus loin. Voilà le mot que j'ai à partager à toutes ces femmes qui peut-être vivent le veuvage dans un silence lourd. Oui. Elles peuvent se remettre et elles doivent se remettre par la grâce de Dieu. Et je bénis le Seigneur qui m'a aidé et il les aidera également à aller de l'avant. Et les enfants vont réussir. Même si vous avez des enfants mineurs, ne pensez pas que c'est la fin. C'est encore possible et vos enfants peuvent réussir même si vous êtes seuls. Voilà ce que je peux leur dire. Oui. Merci à vous. Oh, merci Victorine Oro Sambieni. Merci pour votre passage et l'ouvrage, je le rappelle, l'ouvrage est à Togoudou, vous avez dit? À Togoudou, à la librairie Pain de Vie, Pain de Vie, juste à côté du siège des Assemblées de Dieu. Oui. Merci. Un ouvrage qui offre un pain de vie à toute personne qui se retrouve comme au bord de la tombe. Donc, un ouvrage Pain de vie. Merci. À lire, absolument. Merci Patrick Dosso, merci à Madame Victorine Oro Sambieni. Merci d'être passé et surtout merci pour les clés, pour les conseils. Merci c'est sûr que le Seigneur va continuer par penser les cœurs et cicatriser les blessures et puis permettre à chacun d'avancer malgré tout. Et justement, nous allons, mesdames, messieurs, vous faire découvrir quelqu'un qui a décidé d'avancer et d'avancer véritablement face aux vicissitudes de la vie. Cela ne manque pas quand l'handicap, qui devrait être une limite, se retrouve à être un outil, un élément de motivation pour aller de l'avant. C'est l'histoire de Oussé qui nous est présentée ici par Amandine Aniabosso. C'est dans la rubrique Réussite. Rien n'est impossible et parfois l'impossible est possible. Oussena Moussa en est la preuve. Malgré sa malformation, elle s'impose par sa détermination à réussir dans un monde où les personnes vivant avec un handicap ont du mal à s'en sortir. Son histoire inspire. Elle est une créatrice de contenu. Allons à sa rencontre. Ous, bonjour. Bonjour. Comment ça va? Bien. Qu'est-ce que tu fais ici? J'essaie de faire du contenu pour ma page TikTok.
des vidéos pour motiver les gens à ne pas abandonner, parce que moi, je n'ai pas abandonné, donc personne n'a le droit d'abandonner. Ah oui, c'est intéressant ça. Et comment est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Une femme résiliente, forte, battante et surtout engagée, qui a décidé de transformer ses faiblesses en force et surtout de ne jamais abandonner. Parce que je suis dans un monde où la chance n'est pas trop donnée aux personnes handicapées. J'avais deux choix, soit d'être une personne qui s'attarde sur son handicap, ou soit j'essaie de quitter mes coquilles et de pouvoir tout faire pour m'en sortir. Et j'ai choisi, moi, de m'en sortir, de tout faire quand même pour sortir la tête du lot et motiver surtout les autres à faire comme moi. Quelles sont les grandes étapes de ton parcours qui ont fait de toi cette femme battante que tu es aujourd'hui? D'abord, je dirais ma naissance avec une malformation aux deux bras. Et après, il y a eu la perte de mon bras gauche à l'adolescence, une opération chirurgicale qui n'a pas marché. Après ça, il y a mes études jusqu'à la licence en marketing et action commerciale. Il y a également ma formation en journalisme. Il y a également mes multiples recherches d'emploi sans réponse. Et il y a ma décision à entreprendre pour pouvoir être autonome et être cette femme que j'ai eu envie d'être. Et également la création de mon ONG Dame de Cœur. Toutes ces étapes que je viens de vous citer ont fait de moi qui je suis aujourd'hui. Il y a des gens qui m'ont dit comme ça, Madame, vous ne pouvez pas rester à l'accueil de mon entreprise à cause de votre handicap. Madame, dites-moi, je ne suis pas belle, je ne peux pas accueillir. Même s'il s'agit de vendre 10 000 produits, moi je peux vous vendre le produit. Avec juste mon sourire, je crois que ça peut aller. Mais les gens, en fait, ils collent l'image de l'handicap à de l'incapacité. Ils se disent carrément qu'une personne handicapée ne réfléchit pas. Une personne handicapée ne peut pas agir. Et moi, j'ai décidé de dire non. Si c'est leur entreprise, ils peuvent me prendre comme ils peuvent ne pas me prendre. Et grâce à eux, aujourd'hui, j'ai créé mon entreprise et Dieu merci, je suis autonome, j'arrive à m'en sortir. À une conférence, j'ai déclaré que mon rêve était de devenir ministre de la famille au Bénin. Et tout comme s'il était interdit de rêver, une amie me dit « Hey Ous, tu ne crois pas qu'il est temps que tu sois réaliste? Tu sais très bien que c'est impossible. » Je lui ai tout simplement répondu « Allahu Ya'lam », ce qui signifie « Seul Dieu sait ». Moi je dis je ne connais pas le mot impossible. Je ferai tout pour que mon rêve se réalise. Comment définissez-vous votre handicap à quelqu'un qui ne le connaît pas? Je dirais tout simplement que mon handicap est juste physique, pas mental. Et tout le monde, c'est juste une différence physique. Vous, votre physique, elle est comme ça. Moi, mon physique est comme ça. C'est un truc naturel. Et comment votre handicap a impacté votre vision de la vie? Je dirais que mon handicap, oui, ça a impacté, mais positivement, parce que ça m'a permis d'être plus forte. Je ne crois pas que si je n'avais pas peut-être cet handicap-là, si je n'avais pas les préjugés des gens, si je n'avais pas des refus, par exemple, au poste, je ne serais pas peut-être celle que je suis aujourd'hui. Je n'aurais pas autant de force. Je dis souvent une chose, si je ne m'aime pas, vous ne pouvez pas m'aimer. Alors moi, j'ai décidé de m'aimer telle que je suis. Et je crois que je force ma société, mon entourage à m'aimer tel que je suis. Mais ça n'a pas été facile de vivre avec les autres. Parlez-nous des préjugés, des discriminations. Alors, déjà, je vais vous dire une chose. Parfois, il m'arrive d'oublier que j'ai mon handicap. Parce que vous savez, j'ai grandi dans une famille où, lorsqu'on punit X pour une erreur Y, et que moi-même je fais la même faute, on me punit de la même manière. Donc, à la maison même, je n'ai pas eu de faveur. On ne m'a jamais dit « Ah non, comme c'est Oussé qui a fait ça, on peut pardonner. » Non, je n'ai pas connu de faveur dans ma vie. J'ai grandi comme les autres et du coup, dans ma tête, je me dis « Mais si Dieu m'a créé comme ça, c'est peut-être parce qu'il veut que je me batte doublement en fait. » Les regards, je pourrais dire qu'il y a plusieurs types de regards. Il y a des regards qui sont curieux, des personnes qui vous regardent, ils ont envie de savoir comment vous avez eu ça. Il y a des regards qui sont, comment on dit, avec un peu de pitié.
Moi, je dirais que les regards me fortifient. Et d'abord, avant de sortir, je me fais belle. Je me rends toujours belle. Je voudrais que les personnes regardent d'abord cette belle femme que je suis avant de voir mon handicap. Et ça marche à tous les coups. Tu cherches encore ta motivation? Est-ce que tu as oublié les personnes qui comptent sur toi? Est-ce que tu as oublié tes enfants qui ne méritent pas de souffrir? Cherche encore ta motivation, ma chérie. Selon vous, par exemple, quels préjugés les gens entretiennent le plus souvent sur le handicap? Ils croient que le handicap, c'est de l'incapacité. Je voudrais demander aux gens de donner une chance à une personne handicapée. Je vous jure que les personnes handicapées, je sais pas, ont des dons, mais si tu mets une personne handicapée dans ton entreprise, tu ne vas pas regretter. C'est comme on dit, Dieu t'a peut-être privé de quelque chose, mais tu en as gagné ailleurs. Oui, c'est ça. Je voudrais juste demander aux gens de ne pas juger par le physique. Le handicap n'est pas mental. Le handicap n'empêche pas de réfléchir. Le handicap n'empêche pas de construire ce qu'on a envie de construire. Et quelle est la force de Oussena? Ma force. Ma force, c'est mon entourage. Ma force, c'est ceux qui croient en moi. Ma force, c'est la force que j'ai aussi à donner de l'espoir autour de moi. Au moment où ma sœur s'est mariée, je me suis dit que peut-être Dieu voulait qu'elle aille d'abord et que je puisse quand même avoir des expériences de son mariage à elle. Je me dis que l'heure de Dieu est la meilleure. Et tant que ton temps arrive, nul ne peut arrêter cela. Et c'est ce qui s'est passé quand mon temps est arrivé, je me suis mariée. Et aujourd'hui, machallah, je suis mère d'un trop mignon garçon qui fait ma fierté aussi. Mais la vie sentimentale, comment ça s'est passé? J'en ai connu de toutes les couleurs. Ouais. J'ai connu des personnes qui ont profité, qui ont profité de cette battante que je suis parce que je ne vais pas le cacher, j'ai construit beaucoup de choses dans ma vie. J'ai essayé de tout faire pour être indépendante et d'autres en ont profité. Il y a d'autres qui sont venus, pas parce qu'ils m'aimaient, mais parce que à cause de celle-là que je suis, voilà, c'est ce que je pourrais dire en ramassé. Sinon que le vrai amour, c'est vrai qu'on ne voit pas ça du visage comme ça. Tu ne peux pas voir un homme et dire que oui, il m'aime à 100%. Il y a sûrement quelque chose qui l'attire envers vous. Donc j'ai connu un homme, oui, avec qui j'ai eu un enfant. En 2019, j'étais vraiment amoureuse d'un homme. Ma belle-mère, elle m'aimait beaucoup. Je dirais dans le temps, elle m'avait montré qu'elle m'aimait beaucoup. Mais elle ne savait pas que son fils voulait vraiment aller loin dans la relation avec moi. Elle croyait que c'était juste de l'amitié et que qu'il n'allait pas quand même parler de mariage. Sinon, j'allais, je la voyais, je lui faisais des cadeaux. Elle m'aimait beaucoup, vraiment, elle m'aimait. Mais il a fallu juste qu'il lui dise qu'il veut me demander en mariage pour qu'elle sorte ses gants, qu'elle dise qu'elle ne peut pas concevoir qu'il épouse une femme handicapée parce que pour elle, l'handicap est contagieux. Je risque de donner un enfant. Mais est-ce que vous avez vu mon enfant? Elle a dit que je risque de donner un enfant handicapé et tout, et que non, c'est pas génétique. La preuve, je suis née, nous sommes deux, nous sommes sortis deux, du même ventre, je suis jumelle. Ma soeur jumelle, elle n'a rien. C'est Dieu qui a décidé que je sois comme ça. Il n'a pas dit que je sais pas, mes progénitures seront comme ça, non. Et si Oussena avait une baguette magique, qu'est-ce que vous allez changer dans ce monde? Le regard des autres. Le regard des autres. Apprenez à nous faire confiance. Apprenez à croire en nous. Ce que j'ai réalisé, si j'étais peut-être avec des gens qui croyaient réellement en moi, peut-être j'allais dépasser ce niveau. Mais heureusement, vraiment ma famille, je rends grâce à Dieu pour cette famille que j'ai, pour mes soeurs, pour ma mère, pour mes oncles. C'est les seules vraiment personnes que je dirais qui ont cru en moi, qui n'ont jamais vu mon handicap en fait. Si la société pouvait être comme ça.
tous vos contenus de motivation que vous réalisez, est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que ça a vraiment impacté la vie des personnes qui vivent avec un handicap? Oui, non seulement ça impacte la vie des personnes qui sont en situation de handicap, mais également les personnes comme vous. Quels sont tes rêves aujourd'hui? Mon rêve, c'est d'abord de pouvoir relancer mon ONG, d'agrandir mes activités et pourquoi pas être la ministre de la famille du Bénin. Pourquoi pas? Je peux, non? Bien sûr. Ah, voilà. Je voudrais aussi être la voix des sans-voix, la voix des femmes, des personnes handicapées, être celle-là qui leur donne de l'espoir, celles vers qui ils peuvent venir lorsqu'ils ont des difficultés, lorsqu'ils ont peut-être envie d'abandonner, celle qui peut leur dire non, il ne faut pas descendre le niveau des personnes handicapées. Comme une coach motivatrice en quelque sorte. Voilà, je me sens vraiment à l'aise quand je parle de moi, quand je parle de mon histoire, quand je parle aux personnes, quand je donne de l'espoir, je me sens trop bien à l'aise. Trop bien à l'aise et c'est vraiment mon objectif de pouvoir trouver un moyen d'être la voix de son voix. Quel message avez-vous à transmettre à une personne qui vit aujourd'hui avec un handicap? Alors, je pourrais dire, si aujourd'hui tu vis avec le handicap et que tu me regardes en ce moment, sache que ton handicap ne te définit pas. Ton handicap ne fait pas de toi incapable. Lève la tête haute, réfléchis. Ne laisse pas le regard des autres influer sur ta vie ou sur ce que toi tu peux produire. Tu es une merveilleuse personne et sache que Dieu a pris du temps pour te créer. Il a pris du temps, un temps précieux pour te créer, pas pour rien, pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce que tu as ta mission sur terre. Et vous qui me suivez en ce moment, sachez que si nous allons réussir, si nous allons arriver à ne pas peut-être arriver au suicide, tout va compter sur votre regard. Changez votre regard sur notre personne. Donnez-nous de la force, un petit geste d'amour, un petit regard d'amour, des mots qui ne sont pas des mots blessants. Quand vous voyez une personne en situation de handicap, sachez que cette personne n'a pas choisi d'être qui elle est aujourd'hui. Si elle avait peut-être une baguette magique, elle changerait sa vie. Magnifique. Amandine, on dit souvent que les journalistes sont les autres observateurs de la société. Vous le confirmez ce matin avec ce portrait. Qu'est-ce qui vous a touché dans la vie de cette personne qui, pour moi, est doublement belle? Belle physiquement et belle d'âme. Eh bien, Alain Sochoumé, chers téléspectateurs, il faut dire que parfois, on croit souvent des destins qui forcent un peu le respect par le simple capacité à refuser la fatalité. Et Ousseina Moussa fait partie de ces femmes béninoises qui vivent avec un handicap. Elle n'est pas seulement une personne à besoins spécifiques, elle est encore... Il y a l'émotion. Bien sûr, ça se comprend parce que quand vous êtes en face d'une personne aussi motivée, aussi remplie de force, c'est clair que les émotions, je dirais que cette émission de ce matin, c'est l'émission où des l'émotion est émotions vraiment au rendez-vous. Il faut dire, Alain, que Ousseina est une actrice du changement. Ouais. Elle est née avec un handicap. Elle a décidé de ne pas se laisser faire. Elle puise son énergie dans ce handicap pour motiver les autres à ne pas se laisser aller, à ne pas mendier et à se battre pour leur autonomie et puis pour leur indépendance. J'ai suivi le portrait, Amandine, et quelque chose m'a littéralement choqué. Comment est-ce qu'en 2026, des gens peuvent encore arriver à penser qu'un handicap pourrait être génétique? Ça, moi-même, franchement, je n'ai pas compris. Bon, l'histoire qu'elle a racontée, ça s'est passé depuis 2019, où sa belle-mère, entre griffes, a dit à son fils, bon, ne l'épouse pas parce que vous risquez d'avoir des enfants aussi handicapés. L'handicap
elle n'est pas génétique, elle ne se transmet pas. Elle est née handicapée. Elle est née, peut-être que c'est Dieu qui a voulu qu'elle soit née handicapée. Peut-être qu'aujourd'hui, elle n'a pas de bras, elle ne peut pas... Elle a des besoins spécifiques, mais comme je le lui ai dit, Dieu lui a ôté cela, mais lui a donné une autre force. Et c'est cette force qu'elle partage avec les autres personnes handicapées, avec nous. Parce que franchement, quand je la suis, quand je l'écoute, moi-même, il faut dire qu'elle me motive. Justement, j'allais vous poser la question, oui. Amandine. Si nous, qui avons suivi ce portrait, ce reportage, sommes aussi touchés, est-ce que lors de l'interview, lors de la préparation de ce tournage, lors de cette production, est-ce qu'à un moment donné, Ous, comme nous l'avons décidé de l'appeler affectueusement ici, vous a bouleversé? Elle m'a bouleversée de par sa détermination. Aujourd'hui, elle veut s'imposer dans un monde où le handicap est encore perçu comme une maladie. Parfois, vous voyez des personnes vivant avec un handicap et les autres n'aiment pas s'approcher. Parce qu'on se dit non. C'est comme si ce n'étaient pas des humains. Alors que le handicap n'a rien à voir avec ça. C'est des humains comme nous. On peut devenir une personne handicapée. Bien sûr. On peut naître sans handicap, oui. Et au cours de la vie, pour une raison ou pour une autre, on peut devenir handicapé. C'est ça. Donc, le handicap de Oussena, c'est un handicap physique. Même mentalement, je vous assure, elle est trop forte. Moi, je pense que Ous devra désormais être l'influenceuse que nous allons suivre. Et c'est... Si cette voix, puisqu'elle a sa chaîne TikTok Ous Channel, oui, sur TikTok, elle est sur les réseaux sociaux où elle poste des contenus de motivation. Et son objectif, c'est sortir les orphelins et les handicapés de leur cachette. Ce n'est pas une maladie, vous n'avez pas le droit de baisser les bras, vous n'avez pas le droit de vous cacher. C'est Dieu qui vous a créé, vous faites partie de ce monde. Et la leçon qu'on a voulu passer ce matin, c'est que nous sommes tous des humains et c'est la différence qui fait ce monde. Voilà. Et je suis complètement d'accord avec vous, Amandine Agnabossou. Et je voudrais que des Ous, vous nous en dénichiez encore. On va essayer d'en trouver. Il faut dire que ce n'est pas très facile de faire ce genre de tournage, surtout quand vous avez tellement d'émotions comme moi. Ouais. Donc, on va y aller un peu doucement. Et des Ous, on n'en rencontre pas tous les jours. Voilà. Parce qu'il peut y avoir des personnes vivant avec un handicap ou des handicaps et qui ne veulent pas forcément s'exposer également. Parce que le regard de la société, c'est surtout sur cet aspect qu'il faudra travailler. Et aujourd'hui, le gouvernement fait beaucoup de choses en direction des personnes handicapées pour leur inclusion sociale, pour leur trouver de l'emploi. Parce qu'elle a dit, quand elle va dans des sociétés, on dit non, tu ne peux pas représenter ma société parce qu'on ne peut pas te mettre à l'accueil. Donc voilà des mots, des phrases qui choquent. Il faut donner la chance à ces personnes, à toute autre personne. On a tous des droits dans la société. Donc, donnons la chance aux personnes handicapées, acceptons-les dans nos sociétés et le monde ne sera que plus beau. Nous avons des capacités autour de nous et des personnes vivant avec un handicap sont des ressources que vous ne pouvez pas imaginer. La preuve, Ous en est une. Enfin, nous avons décidé de l'appeler affectueusement Ous. Merci Amandine Agnabossou. Merci à vous Alain. Ne baissez pas les bras, poursuivez vos rêves. Ça c'est vrai. La vie est belle. Ça, c'est clair. Je suis d'accord avec vous. La vie, elle est belle, mesdames, messieurs, et elle sera davantage belle si nous trouvons les moyens d'éviter ou d'arriver à bout d'un mal, la dyspareunie. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui, au moment de connaître des moments d'intimité, souffrent où la douleur est intense? Dans Rubrique Santé, Ediacho Tongodo va nous en parler et c'est tout de suite. Les rapports intimes ne devraient jamais être douloureux. Malheureusement, de nombreuses femmes souffrent en silence de dyspareunie. Une douleur intime, souvent banalisée ou passée sous silence. Par manque d'information ou par pudeur, beaucoup pensent que c'est normal. Qu'est-ce que la dyspareunie? Est-ce qu'on en guérit? Éclairage avec notre spécialiste.
Docteur, qu'est-ce que la dyspareunie et comment se manifeste-t-elle? La dyspareunie, c'est un symptôme qui va se traduire essentiellement par une douleur. C'est une douleur qui va apparaître au cours des rapports sexuels. Il y a la dyspareunie superficielle ou d'intromission et la dyspareunie profonde. La dyspareunie superficielle va se traduire par une douleur dès la pénétration, une douleur à l'entrée du vagin. Cette douleur-là, elle peut être assez forte et empêcher toute pénétration. Et on l'appelle également la dyspareunie d'intromission, ou dit difficulté à pénétrer le vagin. La dyspareunie profonde va être une douleur qui va apparaître au cours du rapport sexuel à la pénétration pendant les mouvements de va-et-vient. Pourquoi cette douleur est-elle si peu évoquée par les femmes? Bien évidemment, il y a plusieurs femmes en fait qui vivent cette douleur-là sans venir consulter parce qu'elles ne savent pas que c'est une douleur dont elles peuvent être guéries. Et elles supportent cette douleur-là, parfois par gêne ou bien par honte d'en parler, honte qu'elles ne soient pas comprises. Elles préfèrent le vivre comme ça en supportant. Alors que c'est un symptôme qui peut être traité et qui peut permettre à la femme d'avoir une vie sexuelle normale. Est-ce une douleur forcément liée à un problème de santé grave ou bien c'est juste passager? En réalité, elle n'est pas liée à un problème grave. La dyspareunie n'est qu'un symptôme de plusieurs qui peut se retrouver dans différentes maladies. Et il y a des dyspareunies qu'on peut traiter aisément avec juste une prescription de lubrifiant ou bien un traitement d'une mycose et tout rentre dans l'ordre. Il y a des pathologies un peu plus graves, mais de toute façon, c'est des choses qu'on sait gérer pour permettre à la femme quand même d'avoir un rapport sexuel avec beaucoup de plaisir. Docteur, quelles sont les causes gynécologiques les plus fréquentes de la dyspareunie? Alors, il y a plusieurs causes. Dans un premier temps, ce sont les infections. Et les infections vont concerner la vulve, les infections du vagin ou des voies génitales hautes. Et ces infections-là peuvent être des infections mycosiques, des infections à trichomonas, des infections gonococciques, herpétiques, etc. Il y a également des causes inflammatoires, il y a des causes traumatiques, parce que certaines femmes ont des traumatismes sexuels, parfois des séquelles d'agression sexuelle. Il y a des femmes qui ont des traumatismes liés à des déchirures vaginales ou périnéales au début d'un accouchement, par voie basse par exemple, ou des séquelles d'une chirurgie pelvienne. Donc ça fait partie des causes traumatiques. Nous avons également des causes hormonales qui vont se traduire par une baisse de la libido, une diminution de la lubrification vaginale, la ménopause et tous ces signes. Et il y a également des causes liées à la présence de pathologies d'affections pelviennes, comme la présence de fibromes, comme l'endométriose également, qui vont être des pathologies dans lesquelles on va retrouver la dyspareunie. Au-delà du traitement que nous allons apporter, qui va traiter des pathologies, il y a également une psychothérapie qui doit suivre pour permettre à la femme de pouvoir se sentir bien. Et quand on parle de psychothérapie, c'est un processus qui est progressif. Donc, ça va se faire tout doucement et la femme peut en guérir. Comment on différencie une gêne passagère d'une vraie douleur? La gêne passagère va survenir juste de façon ponctuelle pendant un rapport, alors que la dyspareunie va être une douleur récurrente. Et chaque fois que la patiente a un rapport sexuel, elle va se plaindre de cette douleur-là qui ne la met pas bien, elle n'est pas à l'aise et elle s'en plaint chaque fois. Donc c'est comme ça qu'on fait la différence entre une gêne vraiment passagère et cette dyspareunie dont nous parlons. On remarque qu'il y a beaucoup de femmes qui vivent longtemps avec cette douleur sans jamais consulter. Est-ce que ce n'est pas préjudiciable pour leur santé? C'est pas bien parce que si dans les étiologies de la douleur qu'elle présente, il y a par exemple une infection qui n'est pas prise en charge, cette infection va s'aggraver et peut poser des problèmes quand même un peu plus sérieux à la patiente. Et dans le cadre de la dyspareunie, c'est l'homme qui tire plaisir, mais la femme en retour n'a pas le plaisir. Donc elle le vit difficilement déjà, elle se sent un peu brimée dans le rapport, parce que le rapport est plus en faveur de son mari que d'elle-même. Et là, psychologiquement, ça ne la met pas bien. Elle a une vie sexuelle qui est difficile. Il ne faut pas être victime de la douleur. La douleur ne fait pas plaisir, personne n'aime avoir mal. Donc la douleur, elle peut être prise en charge et efficacement pour permettre à la femme quand même d'avoir des rapports sexuels avec beaucoup de plaisir et qu'elle en tire un profit, tout comme son conjoint en tire profit. Rappelez-nous déjà quelques signes de la dyspareunie. La dyspareunie va se traduire par la douleur. C'est d'abord la douleur. Donc, la douleur, ça va être des douleurs à type de crampes,
à titre de pesanteur pelvienne ou à titre de brûlure, donc, qui vont survenir pendant le rapport sexuel, que ce soit dès le début ou au cours du rapport sexuel lorsque c'est des dyspareunies profondes. Donc c'est comme ça que les femmes généralement décrivent ce genre de douleur qui peuvent même persister après le rapport sexuel. Elles finissent le rapport sexuel et continuent pas à avoir mal. Existe-t-il des examens qui permettent d'identifier clairement l'origine de la dyspareunie? Pour déterminer avec précision l'étiologie de la dyspareunie, il faut déjà venir en consultation, se faire examiner en fonction des signes qui vont accompagner la dyspareunie. Si ce sont des infections par exemple, on peut aller faire un prélèvement vaginal par exemple et explorer le type d'infection qui est mise en cause dans cette infection-là. On peut, à la recherche de fibromes, d'endométriose, faire une échographie pelvienne, voire une IRM pour rechercher des lésions d'endométriose par exemple. Donc il y a beaucoup d'examens qu'on peut faire selon l'étiologie qui est suspectée d'une femme à une autre, et ça varie vraiment selon chaque femme. Alors, quelle erreur ont-elles l'habitude de faire qui aggrave justement le cas? Je parle de ces femmes-là qui souffrent de la dyspareunie. Et justement, l'erreur qu'elles commettent, c'est de faire le silence sur cette douleur, parce qu'elles n'en parlent pas. Et quand il y a des infections, par exemple, qui ne sont pas traitées, ces infections vont s'aggraver. Donc, ça ne va faire qu'aggraver la douleur et elles vont rester dans un cercle vicieux où elles sont prises par la douleur. Il faut pouvoir parler de cette situation-là à son conjoint d'abord et venir en consultation pour pouvoir en parler afin de pouvoir bénéficier d'un traitement approprié. Et quand elles n'en parlent pas à leur conjoint, le conjoint ne comprend pas pourquoi elle n'est pas apte au rapport sexuel et ça laisse des préjugés qui sont souvent mal interprétés. Donc je pense que l'erreur vraiment à ne pas commettre, c'est de se taire, de vivre la douleur en silence. Existe-t-il des solutions efficaces une fois que le diagnostic est posé? Bien sûr, s'il y a bon diagnostic, bon traitement. Dès qu'on a posé le diagnostic et qu'on est certain du diagnostic, on pourra apporter un traitement adéquat. Et plusieurs patientes, après traitement, se sont retrouvées quand même satisfaites. Sauf dans certaines pathologies où le traitement va prendre du temps, ou dans les pathologies comme l'endométriose, on sait que c'est un peu difficile d'en guérir totalement, mais on trouve des moyens pour quand même améliorer le confort de vie de ces femmes-là. Au-delà de tout ce qui est physique comme traitement, il y a toujours la psychothérapie qu'il faut associer. C'est-à-dire, on va expliquer à la patiente que la douleur, sur le plan psychologique, il faut qu'elle réussisse à la vaincre, qu'elle comprenne que la douleur peut passer et qu'elle se laisse vraiment aller au traitement qu'on va lui proposer. Il y a des patients chez qui il suffit juste de prescrire un gel, un lubrifiant pour améliorer un peu la pénétration et tout rentre dans l'ordre. Donc voilà un peu comment ça se passe. Donc en gros, on en guérit. On peut en guérir. Quel message clé pouvez-vous leur adresser aujourd'hui afin qu'elles sachent que le mal n'est pas normal? Je crois que c'est un message fort à passer à ces femmes-là qui souffrent de douleurs pendant les rapports sexuels, c'est de réussir à avoir la force d'en parler. On pourra trouver des solutions à ces problèmes-là et associer les autres types de spécialistes selon les différentes étiologies pour accompagner la patiente, la femme en général, pour qu'elle puisse se sentir mieux. La question de la dyspareunie ne concerne pas que la femme, ça concerne le couple. Donc, quand une femme a des dyspareunies, il faut qu'elle puisse en parler à son conjoint. La douleur pendant les rapports sexuels n'est pas normale. La dyspareunie se soigne dans la majorité des cas à condition d'en parler ou de consulter. Briser le silence, c'est déjà un début de guérison. Et la guérison, c'est ce que nous vous souhaitons de toute notre force. Mesdames, Messieurs, d'une rubrique à une autre et sans transition, on va aller à Éducation Média, où depuis le début de la semaine, nous parlons de l'intelligence artificielle, de comment est-ce que l'on peut l'utiliser à bon escient, de comment est-ce que l'on peut en tirer grand profit. Voici le tapis qui installe Marvin. L'intelligence artificielle a envahi notre univers. Aujourd'hui, beaucoup de choses sont possibles avec cet outil informatique. Et oui, l'intelligence artificielle reste un outil
informatique. Comment est-ce que vous pouvez l'utiliser? Quels sont les codes? Quels sont les ordres que vous pouvez lui donner? Comment est-ce que l'on peut procéder? Marvin a décidé de nous en parler ce matin avec son invité. Marvin Promise Aïdaro, bonjour. Bonjour Alain, vous allez bien? Ça va et vous? Ça va, pleine forme. Ah ouais, ça va, on rend grâce. Alors ce matin, on va approfondir davantage l'utilisation de l'intelligence artificielle. Exactement. Et pour cela, j'ai fait appel à Serge Marouillon. Bonjour Serge. Bonjour Marvin. Monsieur Marouillon, bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour. Il est expert en marketing digital et avec lui, on va explorer de long en large ce thème. D'accord. Alors, comment fonctionnent les IA, monsieur Serge? Alors, je me représente, je suis Serge Marouillon, consultant marketing digital. Et... Vous pouvez parler un tout petit peu plus fort, s'il vous plaît? Oui, très bien. Voilà. Je suis Serge Marouillon, je suis consultant marketing digital et spécialiste en référencement SEO. Je suis un utilisateur actif des IA génératives. L'intelligence artificielle. Oui, voilà, depuis 2022 maintenant. Et aujourd'hui, je définis les IA comme une sorte de système qui sont entraînés sur des données massives et qui sont programmés pour pouvoir répondre, imiter le cerveau humain et répondre en fait à des questions, produire du contenu à partir de données sur lesquelles elles ont été entraînées. Ok. Et comment ces IA-là fonctionnent? Alors déjà, il faut comprendre que les IA vont fonctionner en fait sur, je vais définir ça en 4 étapes. Okay. D'abord, la première étape en fait, c'est le contexte. Okay. Donc, tout ce qui concerne l'entraînement. Donc, ce sont déjà des machines qui sont entraînées. Et la deuxième étape, c'est la génération. C'est-à-dire elles vont maintenant générer le contenu selon l'input qu'on leur envoie. Donc, c'est-à-dire selon la requête en fait, qu'on leur envoie. Et la troisième étape, c'est tout ce qui va concerner la prédiction de la réponse. Si par exemple, vous demandez à une IA, vous écrivez tout simplement « le soleil se lève à », l'IA va essayer de deviner la réponse, la suite la plus logique possible. Okay. Donc l'IA va dire par exemple « le soleil se lève à l'est, à l'horizon, le soleil se lève aujourd'hui », ainsi de suite. Et donc va prédire les réponses les plus probables possibles. Et la quatrième étape, c'est tout simplement ce que nous voyons sur ChatGPT, sur Gemini, comme réponse de façon brute que l'IA fournit selon l'input qui a été donné. Donc c'est vraiment en fait une question de input-output. Input, c'est ce que nous donnons, output, c'est ce que l'IA produit. C'est la réponse de l'IA. Oui. Alors justement, aujourd'hui, on voit des vidéos, on voit des photos animées, on voit des tests, on écoute des voix qui n'auraient... On écoute aujourd'hui même de la musique créée à partir de l'intelligence artificielle. Alors à partir de ce moment, quels sont les ordres? On entend aussi parler de prompts, de données et tout ça. Expliquez-nous, comment est-ce que l'on commande l'intelligence artificielle pour obtenir le résultat que nous voyons? OK. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'IA produit. L'IA produit à partir des données sur lesquelles elle a été entraînée. Mais pour pouvoir produire, l'IA a besoin qu'on lui fournisse une question. Et cette question-là, c'est ça qu'on appelle prompt. Et donc, cette prompt-là, ce prompt-là, en fait, il faut définir ça comme la façon dont une personne décide de questionner une intelligence artificielle. Donnez-nous un exemple concret. Oui, un exemple concret, par exemple, je viens dans ChatGPT, je lui demande, je suis journaliste d'une émission de télévision à tel endroit et tout, écris-moi un discours de présentation de 5 minutes pour pouvoir introduire mon émission de ce jour. Ça, c'est un prompt. Et l'IA maintenant va répondre en fonction de ce prompt-là. Si ce prompt-là est très précis, l'IA va répondre de façon précise. Si ce prompt est vague, si par exemple le journaliste ne précise pas que c'est en Afrique et que c'est au Bénin, bah, l'IA va répondre en fait de façon générale selon ses compréhensions. Mais plus on est précis dans le prompt, plus la réponse sera précise. Et donc dans ce sens, si vous me permettez, je distingue en fait plusieurs types de prompts. Oui. Il y a d'abord en fait le premier prompt en fait que nous tous nous utilisons, ce sont les prompts à instruction courte. Donc, ce qu'on demande de façon générale, corrige-moi ce test, fais-moi ceci, fais-moi cela. Ces prompts à instruction courte ne sont pas forcément destinés à être vraiment longs, comme le nom le dit. Il y a des prompts à instruction longue. Là, ce sont les prompts où il faut être très précis. Si par exemple, je veux que l'IA me rédige un discours, je dois lui fournir en fait le rôle, je dois lui fournir le contexte, là où le discours sera tenu, l'objet du discours et tout ce que je veux comme spécifique dans ce discours-là. Si je veux, je peux même préciser date, le nombre de minutes et tout ce que je veux. Donc, ce sont les prompts à instruction longue. Il y a les prompts conversationnels. Moi, par exemple, j'ai l'habitude de faire en fait, des prompts conversationnels de type pour générer, par exemple, des smileys dans les publications ou bien pour générer tout simplement, pour corriger en fait, tous les tests. Donc, je vais faire un prompt dans un premier temps et quand j'envoie en fait un test,
la conversation me corrige tout simplement les tests que j'envoie, sans plus me poser de questions. J'écris un test, j'envoie dedans, le test est corrigé et j'obtiens en fait l'output et je peux publier directement et tout. Et la quatrième catégorie de prompts, ce sont les prompts systèmes. Ces prompts-là sont vraiment destinés pour créer des systèmes. Aujourd'hui, on appelle ces systèmes-là des GPT, quand vous êtes sur ChatGPT, ou bien des GEM, si vous êtes sur Gemini. Et donc, vous entraînez une sorte de mini-modèle à vous, qui est destiné à écrire quelque chose. Supposons que vous êtes journaliste et que chaque matin, vous animez une émission. Vous pouvez entraîner une IA, donc c'est-à-dire un GPT, qui écrit votre discours de matin, chaque matin, quand vous fournissez en fait un brouillon. Vous lui dites par exemple, tu es entraîné, chaque fois que je te fournis un brouillon, tu me génères en fait mon discours de présentation. Et donc, il est déjà entraîné sur cette donnée-là. Et chaque matin, quand vous venez vous poser, en fait, vous envoyez le brouillon, vous avez la réponse qui vient. Et la dernière catégorie de prompts, c'est ça que je trouve très intéressant, ce sont les prompts d'entraînement ou bien les prompts de contexte que je les appelle. Et donc, ces prompts-là, c'est une sorte de prompt qui permet en fait de calibrer la conversation pour que ChatGPT puisse comprendre de quoi on est en train de parler. Supposons que je suis un média et que je veux traiter l'arrivée de Hightspeed au Bénin. Au lieu de tout simplement venir dans ChatGPT pour lui dire écris-moi une publication, fais-moi ceci, fais-moi cela, je vais d'abord commencer par lui fournir un prompt où je l'entraîne sur le sujet de Speed au Bénin. Je lui dis en réalité, Speed est en train de faire tel tour actuellement, il vient au Bénin à telle date, il a un live qui va commencer à tel moment, voici son circuit et tout. Je suis un média, je vais traiter ce sujet-là. Donc à partir de maintenant, tu es entraîné sur ces données-là et tu me réponds dans ce contexte-là. Donc je lui fournis tous les contextes dans une conversation. Lui aussi, en fait, l'IA aussi essaie de me poser des questions sur ces éléments-là. Il peut me poser des questions pour comprendre un peu plus le contexte, qu'est-ce que tu veux aborder, qu'est-ce que tu veux partager comme information et tout ça. Et en fonction de ces entraînements-là, l'IA est beaucoup plus capable maintenant de me répondre efficacement parce que je l'ai entraîné entre-temps. Donc voilà les 5 catégories de prompts. Donc vous voyez que c'est assez dense. Il faut bien comprendre en fait ces thématiques-là pour que quand vous demandez quelque chose à l'IA, vous soyez sûr que l'output que vous obtenez soit quelque chose de cohérent par rapport à ce que vous voulez vraiment obtenir. Très bien, merci beaucoup. Et on parle souvent de multimodalité en fait des IA. C'est quoi la multimodalité de l'intelligence artificielle? Alors, par exemple, en 2022, quand ChatGPT a été lancé, le second modèle qu'ils ont créé, c'est un modèle qu'on appelait DALL-E. C'est un modèle en fait qui était destiné à générer des images. Et donc pour générer des images en ce moment-là, il fallait utiliser DALL-E pour générer les images. Plus tard, c'est devenu IA Sora qui est venu. Et donc les modèles étaient différents et il fallait en fait utiliser chaque modèle selon la réponse qu'on veut. Si je veux une image, j'utilise DALL-E. Si je veux une vidéo, j'utilise Sora. Mais aujourd'hui, vous allez voir que quand vous venez dans ChatGPT, même avec l'application, vous pouvez générer dans une même conversation une image, vous pouvez générer dans une même conversation une vidéo et autres. Donc c'est ça qu'on appelle la multimodalité. La capacité qu'a les IA aujourd'hui de générer n'importe quel type de contenu. Les IA peuvent générer un rapport et juste après générer une image, juste après générer une vidéo, juste après même générer une musique. Pour certaines IA très performantes, oui. C'est super. Et là maintenant, est-ce que l'efficacité d'un prompt, assure la qualité des réponses? Parce que si le prompt est bien structuré, est-ce qu'on est sûr à 100% que l'IA va nous répondre avec des informations très fiables, va nous donner des informations de qualité? Non, surtout pas. Parce qu'en fait, les IA, ce sont des machines. Et donc, elles ne réfléchissent pas, elles ne pensent pas, elles prédisent, tout simplement. Elles se servent des données déjà emmagasinées en réalité. Voilà, des données déjà emmagasinées et répondre aux questions qu'on leur pose. Donc, peu importe la façon dont la question est précise, il peut y avoir des biais, ce qu'on appelle les biais. Et les biais, ce sont des erreurs que les IA peuvent faire. Le biais le plus connu, c'est l'hallucination. Donc, l'IA va commencer par halluciner. Si, par exemple, ce que vous lui demandez, elle n'a pas la réponse à ça, elle va commencer par mélanger, inventer ou bien mélanger. Si par exemple vous avez déjà posé trop de questions, l'IA va faire un tissu de mensonges. Elle va commencer par mentir ou bien inventer en fait le nom d'une personne. Si par exemple vous lui demandez, écris-moi un communiqué de presse, tout ça, et vous lui fournissez beaucoup de détails et que vous omettez par exemple le nom de la personne, le nom d'une personne qui va signer le communiqué de presse, il peut inventer tout simplement le nom de la personne qui a signé le communiqué de presse. Et si vous ne le savez pas, vous allez copier comme ça et vous allez vous retrouver avec un défaut assez bizarre. Donc, en fait, la qualité d'un prompt n'assure pas forcément la réponse qu'on obtient. Et là, ça me permet en fait d'aborder quelques erreurs qu'aujourd'hui les gens font, que nous faisons avec les IA.
c'est de leur demander, par exemple, c'est d'utiliser des thèmes comme « j'aimerais que tu me fasses ceci ». Ce n'est pas précis. Ou bien « aide-moi à faire ceci ». Les politesses, les formules de politesse ou bien les tournures qui ne sont pas directes, la machine ne comprend pas et va interpréter ça comme en fait une sorte de « je veux que tu ailles dans mon sens ». Et donc, si vous êtes quelqu'un qui n'est pas fondamentalement en fait intelligente, votre machine va devenir comme vous. C'est ça. Donc, il vaut mieux donner des ordres et francs. Donc, il faut lui donner des ordres. Dis-lui directement ce que tu veux. Fais-moi ceci, fais-moi cela. Des ordres vraiment comme on donne une instruction en fait à une personne qui est sous son autorité. Donc, c'est vraiment cela qu'il faut faire. Et aussi, ce qu'il faut surtout éviter dans les prompts, c'est d'éviter, hein, ça peut paraître un peu paradoxal, mais ça ne l'est pas, d'éviter d'être trop précis. Parce que quand vous êtes très précis, vous limitez beaucoup trop l'IA dans une sorte de réponse. Okay. Et donc, elle est obligée de répondre de cette façon-là. Donc, elle n'apporte pas de nuances. Et donc, si vous la limitez trop, elle ne va pas apporter de nuances. Et si, dans ce cas-là, vous ne maîtrisez pas parfaitement votre sujet, que vous savez exactement ce que vous voulez obtenir comme réponse, elle va vous donner en fait une réponse qui est très précise. Mais puisque ce n'est pas un sujet que vous maîtrisez, vous ne saurez pas si c'est faux ou si c'est vrai. Tout ce que nous disons ici ce matin peut paraître de la fiction pour certaines personnes. On va faire une petite démonstration. Là, je vais prendre Marvin en photo, d'accord? Et puis, on va voir l'utilisation de ChatGPT en direct. Comment est-ce qu'on peut changer l'image de Marvin, par exemple? Là, Marvin est là, tranquillement en studio actuellement, comme on le voit. J'espère que nos amis nous suivent. Et là, on prend Marvin, voilà Marvin en photo. Et puis après, on va demander à ChatGPT, par exemple, de placer Marvin peut-être dans un autre bureau. Je vais lui donner un ordre et puis on verra quel sera le résultat, sans être précis ou bien en étant précis. Pendant que vous continuez votre échange, moi je cuisine. OK. Il n'y a pas de problème. J'ai hâte de voir là où ChatGPT va me placer. N'est-ce pas? Alors là, maintenant, en fait, quelles sont les astuces pour demander à l'IA de ne jamais mentir? Alors déjà, il y a... c'est tout simplement de lui dire de ne pas mentir. Ça peut, c'est simple, c'est simple, mais c'est vraiment comme ça. Si par exemple vous voulez demander, vous faites un prompt, il y a juste des instructions de type tu n'inventes rien, tu n'inventes rien, tu ne mens pas. Si tu ne comprends pas un sujet ou bien si tu ne maîtrises pas quelque chose, apporte de la nuance ou bien pose-moi la question afin que je réponde. Tout simplement. Le simple fait de placer cette phrase-là... Ça lui permet de ne pas divaguer. De ne pas divaguer, de ne pas mentir. Et si elle ne maîtrise pas quelque chose, parce que l'IA, il peut y avoir des sujets sur lesquels l'IA n'est pas du tout en fait sachante. C'est ça. Et elle ne comprend pas du tout en fait ce que vous demandez. Donc elle peut vous demander tout simplement, vous poser des questions pour dire, est-ce que, si par exemple je demande de m'écrire en fait un test de copywriting, elle peut me demander tout simplement quelle est la cible exacte, quelle est leur douleur, si je n'ai pas fourni ces éléments tout simplement. Au lieu d'inventer la douleur ou bien au lieu d'inventer la problématique de la cible, elle peut me demander quelle est la problématique réelle de la cible. En fait, donc c'est hyper important aujourd'hui de savoir que peu importe la façon dont vous voulez utiliser les IA, peu importe la façon dont vous souhaitez utiliser les IA, partez toujours du principe que c'est juste une machine. Elle ne réfléchit pas, elle ne pense pas, et c'est à vous de lui dire exactement ce que vous voulez. C'est pourquoi on va dire que les meilleures personnes, les personnes qui ne seront pas remplacées par l'IA, par les IA, ce sont les personnes qui maîtrisent déjà parfaitement leur domaine. Donc si vous maîtrisez parfaitement votre domaine, ce que vous savez, vous allez tout simplement domestiquer l'IA. L'IA ne pourra pas en fait vous remplacer malheureusement parce que vous maîtrisez des choses que l'IA ne comprend pas. Oui. L'IA sera peut-être capable de faire parfaitement votre métier, mais ne pourra pas le faire comme vous. Au mieux, vous allez réussir en fait à la domestiquer, à l'utiliser pour mieux faire votre travail. OK. Parce que là, en fait, la question de l'IA va remplacer l'homme est une question actuellement tendance. Où on dit peu importe ce qui se passe, l'IA va remplacer des domaines donnés. Est-ce que dans la généralité, réellement, l'IA peut remplacer une personne dans le sens large, littéral. En fait, oui, dans le sens littéral. Oui, bien sûr. Moi, j'ai l'habitude de dire, j'ai pas l'habitude de dire que je fais partie des toutes premières victimes de l'IA. Parce que moi, je fais de la rédaction web. Et je me rappelle, moi, quand j'ai commencé la rédaction web SEO, j'écrivais ce qu'on appelle en fait en rédaction web les rich snippets.
sont les métadescriptions, les titles et autres. Aujourd'hui, les IA sont parfaitement capables de faire ça. Et donc, si je continuais ça et que je ne faisais que ça, je suis déjà de perdre votre boulot. Voilà, j'aurais déjà perdu mon boulot parce que les IA sont capables de faire ça. Il y a également en fait les tests qu'on écrit en rédaction qu'on appelle des tests de netmaking. Donc, ce sont des tests de faible qualité qu'on écrit souvent pour publier sur d'autres sites web. Ah oui, Marvin voudrait savoir si c'est bon. D'accord. On avait décidé de faire une démonstration en direct. On a pris une photo de Marvin. La photo, elle est là. C'était donc cette photo-ci. Ensuite, j'ai demandé moi, j'ai utilisé Gemini. J'ai dit, à partir de cette photo, donc, même moi, dans un bureau moderne, avec un ordinateur portable devant, un bureau bien aéré, une tasse de thé à côté de moi. Voilà l'ordre que j'ai donné à ChatGPT, à Gemini, à partir de cette photo de Marvin, prise tout de suite sur ce plateau. Et voici l'image générée par l'intelligence artificielle. Et donc, Marvin se retrouve donc dans un bureau aéré. Avec mes cheveux, exactement bien sûr, comme ça. Bien sûr, voilà. Ah là là. Voilà Marvin. Et donc, on vient de créer une autre image de Marvin. Si on publie cette image, tout de suite, les gens vont se dire, mais Marvin n'est plus dans le studio de la télévision nationale. Hein. Elle a un bureau déjà. Et puis, bon, voilà, c'est moi-même, j'ai vu ça sur Internet. Mais ça a été fait avec l'intelligence artificielle. Oui. Ici et maintenant. Voilà. Donc en fait, je parlais justement, si vous me permettez de finir, je parlais justement de cette notion de remplacement en fait, de personnes par les IA. Donc aujourd'hui, il faut se rendre compte que les IA peuvent remplacer les photographes. Non, je ne dirais pas ça. Je n'oserais pas dire ça. C'est une question piège. L'IA a remplacé certains types je vais dire, de photographes ou bien qui ne sont pas capables en fait de faire certaines choses. Vous voyez. Donc vous voyez par exemple les photomontages comme ça. Si votre métier ce n'est que de faire ça, l'IA peut faire ça à votre place. Mais vous voyez que là par exemple c'est une photomontage, mais ça ne peut pas. C'est du montage en réalité. Oui, ça ne peut pas en fait être comme un humain le ferait. Si un humain en fait l'avait fait, il y aurait beaucoup plus de relief, il y aurait beaucoup plus de détails. Quand on va bien observer, il y aura certainement des choses très facilement à dire, en fait remarquer en fait les défauts qu'il y a. Il y aura des choses Mais à dire. si aujourd'hui il faut juste se dire, si les IA sont capables de faire ça aujourd'hui en 2026, c'est que peut-être en 2027 elles seront capables de corriger même les défauts pour qu'on ne soit même plus capable en fait de les détecter. Donc la question n'est pas vraiment de est-ce que l'IA remplace. La question n'est plus du tout là parce que c'est déjà le cas. Il y a des cabinets aujourd'hui qui virent en fait des millions de personnes tout simplement parce que ces métiers-là sont devenus des choses que les IA sont capables de faire et tout. Donc, il faut se rendre à l'évidence que les IA peuvent remplacer et remplacent déjà certaines personnes. C'est à nous d'évoluer et d'être en fait à la page, quoi. Exactement que quand Internet est venu et nos parents en fait se sont sentis menacés, quand les téléphones portables sont venus. Vous voyez quand par exemple l'iPhone, les téléphones en fait à caméra en fait sont venus, il y a beaucoup de personnes en fait qui se disaient les photographes n'auront plus de métier. Mais aujourd'hui dans les mariages on continue d'inviter les photographes. Tout à fait. Voilà. Dans une nouvelle dimension justement. Oui. Alors est-ce qu'il y a des métiers par exemple dans notre quotidien en tant qu'Africains, en tant que Béninois, des métiers qui nous parlent, qui viennent de notre culture, que l'on pourrait améliorer avec l'intelligence artificielle? Oui, bien sûr. Bien sûr, aujourd'hui, moi j'ai vu des personnes qui ont créé en fait des documentaires en utilisant des images générées par l'IA. C'est plutôt en fait une bonne chose pour pouvoir par exemple raconter notre narratif en utilisant les IA, sans dénaturer le sujet principal. Donc ça peut aider en fait dans ces métiers-là. Et surtout en fait dans les métiers du média, tout ce qui est contenu, création de contenu aujourd'hui, ça a complètement en fait accéléré la façon dont en fait les contenus sont créés, la façon dont on peut générer du contenu, on peut créer de nouveaux contenus aujourd'hui. Et donc ces métiers-là sont des métiers aujourd'hui qui sont vraiment impactés, les métiers de médias sont vraiment impactés par tout ce qui est intelligence artificielle. Dans ce aussi, dans tout ce qui est tech. Vous voyez, aujourd'hui on parle de vibe coding. Et vibe coding qui consiste en fait à coder tout simplement en confiant tout en fait à l'IA. Donc vous voyez, dans ces métiers-là, il y a tout ce qu'on appelle en fait l'accélération. Donc tous ces métiers-là sont accélérés aujourd'hui par l'IA, sont augmentés. Au lieu de passer en fait des jours, bien des heures, bien des semaines, bien même parfois des années, à mettre en place des solutions. Avec l'IA aujourd'hui, vous pouvez rapidement penser à une solution, tester rapidement sur le marché. Pour faire du photomontage, il faut aller dans Photoshop, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut prendre la souris. Aujourd'hui, tout est réglé. Mais oui, je vais vous donner en fait un détail qui est très simple. Par exemple, que nos parents peuvent utiliser. Vous voyez, par exemple, quand il y a des personnes très âgées qui meurent, on a du mal en fait à
à prendre leurs photos pour monter, mettre ça dans un cadre assez joli, alors que c'est quelque chose que nous avons besoin au quotidien. Donc ça, par exemple, les IA peuvent le faire. Vous avez juste besoin du visage de la personne dans n'importe quel événement. Vous prenez le visage, vous allez dans Gemini, vous pouvez générer en fait la personne en bonne image et maintenant réutiliser ça pour faire l'effet par l'autre. Ma question, c'était de savoir, avec l'invasion, il faut le dire, de l'intelligence artificielle, que doivent faire ces corps de métier ou bien les acteurs de ces corps de métier-là pour être à jour? Apprendre à les utiliser. Apprendre à les utiliser tout simplement. Parce que si par exemple, je parlais des FEPA tout à l'heure, si Gemini est capable de prendre l'image de n'importe quelle personne, de faire en fait un FEPA, ça veut dire que le photographe qui faisait ça, qui prenait de l'argent chaque samedi, est en danger. Mais à partir du moment où ce photographe lui-même apprend à le faire via Gemini, ça veut dire qu'il n'est plus en danger parce qu'il peut le faire plus rapidement. Il va continuer à avoir des clients. Parce que les gens savent que Gemini est capable de le faire, mais ils n'ont pas forcément le temps pour le faire. Vous voyez? Ils n'ont pas forcément le temps pour le faire. Aujourd'hui, on peut filmer avec son téléphone, mais les gens n'ont pas forcément le temps de se filmer avec leur propre téléphone, peu importe la gamme de téléphones qu'ils ont. Donc, les gens vont continuer à avoir des besoins. Et ces besoins-là, pour les satisfaire, il faut tout simplement apprendre à les satisfaire avec les outils dont nous disposons. Donc, le photographe qui fait des FEPA peut continuer à faire ces FEPA-là en utilisant les IA et aller plus rapidement. Donc, au lieu d'accueillir, par exemple, je sais pas, 2 clients chaque semaine, peut arriver en fait à avoir 10 clients par semaine. Cette fois-ci, parce qu'il arrive à utiliser l'IA et combine ça avec ses méthodes, il peut devenir un meilleur photographe tout simplement en utilisant l'IA. Donc c'est cette façon d'utiliser l'IA que moi j'encourage. C'est-à-dire, peu importe votre métier, peu importe que vous soyez comptable, photographe, peu importe, vous pouvez apprendre à utiliser les IA et augmenter votre productivité au boulot. Marvin, on peut dire donc que l'IA a quand même de très bons côtés. Oui. De très bons côtés. Qu'on sache l'utiliser. C'est ça. Et je pense qu'avec avec l'émission d'aujourd'hui, les téléspectateurs en ont appris beaucoup sur comment les utiliser, les différents prompts et surtout le pourquoi il est important de l'adapter à nos métiers pour pouvoir être productif, comme Serge l'a dit. Donc, c'était un plaisir d'avoir accueilli Serge sur le plateau. Monsieur Serge Maounian, c'est ça. Hein? Oui. Merci d'avoir été là. Et ici, c'est sa maison, hein, comme tous les autres invités. Revenez quand vous voulez. Marvin, merci beaucoup. Merci à vous. On dira désormais que l'intelligence artificielle fait partie intégrante de notre quotidien. C'est ça. Et que nous devons en tirer le meilleur. En tirer le meilleur. C'est ça. Donc, nos téléphones portables sont devenus des outils, tout simplement. Tout simplement. Et il faudrait mieux l'utiliser. Merci à vous. On prend congé de vous. On se dit à très bientôt. Oui. À très bientôt. Allez, mesdames, messieurs, cette émission tire à sa fin. On va certainement se dire... Marvin, demain, on continue avec... Demain, on va parler de tout. Où est-ce que nos données vont quand on les insère dans l'intelligence artificielle? Donc, on va voir la trajectoire de nos données. Parfois, on supprime les données, on se dit, c'est fini, c'est bon, il n'y a plus rien. C'est stocké quelque part. Ça va où? Ça disparaît, ça va à quel endroit ça se retrouve? C'est ça, c'est ça on va voir demain avec un invité. Oui. D'accord. Merci à vous. On vous souhaite une bonne journée. Mesdames, Messieurs, voilà. Dans 4 minutes exactement, il sera 9 h dans tous les studios de la télévision nationale. Ça va être donc la fin de cette émission. En attendant donc Est-ce qu'on aura Marcel, c'est ça? Oui, d'accord. Allez, mesdames, messieurs, l'émission de ce matin va donc se poursuivre. Voilà. on va recevoir Marcel dans un instant. Mais avant, une petite pause. Je le disais, mesdames, messieurs, nous allons donc faire une incursion dans le monde des périodiques de notre pays. Ça va être la revue de presse avec Marcela Rossi. Marcela Rossi, bonjour. Alain, bonjour. Bonjour à tous. Après plusieurs jours de silence tendu, la Commission électorale nationale a brisé l'attente et posé les chiffres finalement sur la table. Dans la soirée du mardi 27 janvier 2026,
Les urnes ont parlé et tel que rapporté par la presse du jour, c'est l'Union progressiste Le Renouveau qui prend la tête et s'impose avec 48,92% des suffrages, soit 963 conseils communaux. En face, le bloc républicain résiste et totalise 44,43% pour 852 conseillers élus. Le journal rappelle que l'UPR confirme sa suprématie après avoir déjà dominé la législative avec 60 députés contre 49 pour le BR. Une dynamique qui redessine la carte politique locale, mais tout le monde ne franchit pas la ligne d'arrivée. La FCBE, Force Cori pour un Bénin émergent, est recalée, déclarée non éligible pour n'avoir pas atteint le seuil des 10% requis dans chaque circonscription. La loi a été stricte, la sanction sans appel et déjà l'horizon se déplace. Après les communales et les municipales, le regard file vers avril, la présidentielle qui opposera Romuald Waraini, Mariam Tchabi Talata au duo Paul Humpé, Judikaël Houanou. La séquence électorale va donc continuer. L'événement précis marque un temps fort. Dans une parole solennelle, Saka Lafia appelle au respect du verdict des urnes. Le président de la Sénat élève le débat, rappelant que voter, ce n'est pas seulement élire, c'est aussi confier son quotidien. Vous n'avez pas seulement désigné des élus, vous avez mandaté les architectes de votre quotidien, martèle-t-il. Il félicite le gouvernement, le chef de l'État, les institutions, les forces de défense et de sécurité pour un scrutin paisible, organisé et bien maîtrisé. La Sénat précise, les résultats sont définitifs, mais les voies de recours demeurent ouvertes dans le strict cadre de la loi. La démocratie, oui, mais dans les règles. Gaskiani Info enfonce le clou. Les dés sont jetés, les scores sont tombés, l'UPR prend l'avantage, le BR reste solidement ancré, une majorité relative, un équilibre pourtant fragile. Et désormais, 77 communes à transformer et à développer. Pour Gaskiani Info, l'aventure démocratique locale entre dans une nouvelle phase faite de défis, mais aussi d'espérance. Le temps des promesses est passé, voici venu le temps des actes. La nation insiste sur la maturité démocratique. Dans ces colonnes, le quotidien de service public salue le peuple béninois tout entier. Saka Lafia y voit une démocratie vivante, une démocratie qui se voit, une démocratie qui s'entend et qui agit tout simplement. Chaque bulletin de vote écrit « La nation » est un mandat de confiance adressé à des conseillers appelés à porter les aspirations de la base au plus près des réalités, au plus près des vies. Matin Libre, en changeant de focale, va interpeller de son côté. Il parle de députés carriéristes, de visages qui reviennent encore et encore, depuis la 5e, la 6e, la 7e législature jusqu'à la 10e, 20 ans, parfois plus, au Parlement, presque une carrière, écrit Matin Libre. Le journal plaide pour un retour à la limitation du mandat législatif, 3 mandats, pas davantage, une règle qui existait en 2019 avant de disparaître en 2025 lors de l'allongement des mandats à 7 ans. Pour Matin Libre, dans un pays jeune à plus de 50%, la politique ne peut rester une chasse gardée. La jeunesse ne doit pas être un simple bétail électoral, mais un acteur à part entière du jeu démocratique. Ainsi va la presse ce matin. Et ainsi se termine également votre émission Bonjour le Bénin. Mesdames, Messieurs, merci de l'attention toujours renouvelée à notre endroit. Merci également de continuer à suivre les programmes de Bénin TV. À demain.